Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle et ça commence maintenant. Eh bien, soyez les bienvenus à bord de votre émission Faut qu'on en parle. Après des années compliquées dues à la crise Covid, les Français n'ont pas pu voyager à l'étranger autant qu'ils l'auraient voulu. Il semblerait que tout cela soit enfin derrière nous et que votre envie de découvrir le monde est encore plus forte maintenant. Avec le pouvoir d'achat en berne, nous allons vous donner tous les meilleurs plans pour organiser au mieux son voyage, faire des économies et aussi vous faire rêver en entrant dans les coulisses du métier d'influenceur voyage avec nos invités. Nous avons donc senti vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP et sur le répondeur de l'émission, le 07 839 839 75, que vous aviez vraiment envie d'en savoir plus pour vous lancer à la découverte du monde. Et avec moi, bien sûr, pour co-animer votre talk show Faut qu'on en parle, Mylène, qui est toujours fidèle à son poste. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Après plusieurs années à ne pas pouvoir voyager, les Français ont retrouvé cette envie. Comment être informé de tous les bons plans ? Quels sont les pièges à éviter ? Vols retardés ou annulés ? Problèmes avec les voitures de location, maladie ? Comment faire face aux mauvaises nouvelles qui peuvent affecter nos vacances ? Faut-il souscrire aux différentes assurances ? Cours long séjour, voyage organisé, sac à dos, voyage farniente ou découverte, trek, quel est le style de voyage qui nous correspond ? Comment préparer notre tour du monde ? Un nouveau métier voit le jour depuis quelques années, il s'agit des influenceurs voyage. Comment le devenir ? Comment faire les plus belles photos de nos vacances ? Entrons dans les coulisses de ce métier qui en fait rêver plus d'un. Dans un monde où l'écologie prime, comment voyager de manière responsable ? Quels sont les pays aussi à visiter en 2023 ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Partons à la découverte du monde, c'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et nous recevons pour cette émission Cindy Kayete, qui est blogueuse voyage et travel planner chez Cindy Aries. Bonsoir. On a Clémentine Bosca qui est blogueuse voyage pour les voyages de Clémentine. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Nous recevons Bart qui est consultant en relations publiques pour Interrail. Bonsoir. Bonsoir. On a Frédéric Yard qui est blogueur pro depuis 2009 et depuis 2016 chez itinérairephoto.com. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons à distance et en visio Marion Berthaud qui est responsable éditoriale du site Voyage Pirate. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Cécilia aussi en visio, blogueuse voyage et créatrice de contenu chez Mon Blog Voyage. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et enfin on a Elodie, influenceuse et aussi travel planner pour Instant Voyage. Bonsoir. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, première partie. Lorsque vous avez vu le sommaire de l'émission en vidéo sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, vous avez été très curieux et vous nous avez posé pas mal de questions. Commençons tout de suite cette partie avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, peux-tu nous dire combien de personnes partent en voyage par an ? En 2019, le nombre de touristes internationaux dans le monde a atteint un record de 1,5 milliard de personnes, et oui, c'est énorme. Cependant, en raison de la pandémie, le nombre de voyages a considérablement diminué en 2020 et en 2021, bien évidemment, en raison des grandes restrictions qu'il y a eu sur les voyages et la fermeture des frontières. Moins 73%, c'est énorme en 2020 par rapport à 2019, ce qui représente quand même une perte de 1,1 milliard de touristes internationaux et une perte de plus de 1300 milliards de dollars de recettes pour le tourisme mondial. Et avec cette inflation, peux-tu nous dire comment peut-on, et combien surtout, peut-on trouver de bons plans par semaine ? Alors ça dépend de plusieurs facteurs, de la destination de voyage bien évidemment, du budget, des dates de voyage et des préférences personnelles. Vous pouvez trouver plusieurs bons plans voyage chaque semaine si vous cherchez activement et utilisez les bonnes sources d'informations. Il existe de nombreux sites web spécialisés dans les offres de voyage, tels que les sites de voyage en ligne, les blogs de voyage bien évidemment, les sites de réduction, les sites de comparaison de prix par exemple. Voyager pas cher est clairement un sujet qui vous a fait réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP, mais aussi sur notre répondeur le 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. Nous avions Arnaud de Bourg-en-Bresse qui nous dit très belle émission qui va nous faire voyager. Nous qui n'avons pas les moyens, à tout moment aussi, on nous donne en direct un plan vraiment pas cher qui pourrait nous faire partir. Manon de Paris, c'est une réelle passion de voyager. Je connais pas mal de choses, mais j'espère en apprendre davantage avec les invités de votre émission.
Et on l'a dit en sommaire, après plusieurs années à ne pas avoir pu voyager, les Français retrouvent ce plaisir. Vous qui êtes passionnés de voyage, comment avez-vous vécu cette période ? Est-ce que ça vous a aidé à développer une plus grande envie de voyager ? On va commencer par Cindy. Alors moi, pour le coup, mon envie de voyager était toujours là, même pendant le Covid. Et évidemment, l'envie a repris après. Et j'étais un peu frustrée, évidemment, de ne pas pouvoir voyager pendant 2 ans. J'avais prévu de longs voyages et j'ai toujours pas pu les faire. Mais sinon, voilà, après le Covid, j'ai repris les voyages et c'est vrai que ça fait du bien quand même. Elodie, on imagine que c'est la même chose pour toi ? C'est totalement la même chose pour moi. Moi, ça a été le confinement qui m'a vraiment donné envie de voyager et après ça, j'ai plus su m'arrêter. Cécilia, pareil ? Moi, c'est pareil, un peu frustrée, je pense, comme tout le monde autour de la table, de ne pas avoir pu voyager pendant autant de temps. Après, moi, ça m'a donné une autre envie aussi, c'est de plus découvrir la France, notamment quand les frontières étaient encore fermées, mais que on pouvait quand même bouger un petit peu en France. J'ai totalement réappris à découvrir des nouveaux coins de France, des coins que je ne connaissais pas autour de chez moi. Donc, ouais, nouvelle façon de voir les choses et de voir la façon de voyager en règle générale. Chez Interrail, ça a permis aussi de mettre peut-être en avant plus les trains qu'on a eu le droit entre les confinements, plus que les avions. Les avions, c'était assez restreint cette période. Oui, mais aussi pour les trains, il y avait des restrictions. Donc ça je ne peux pas exactement dire, mais beaucoup de pays étaient aussi fermés. Oui. Donc ça, c'était compliqué. En parallèle, ça vous a aussi permis de vous réinventer. On a Cindy, par exemple, qui s'est lancée dans un nouveau projet, qui est le guide de voyage Où partir chaque mois. Aussi le métier de travel planner. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est ça. Alors en fait, j'avais l'idée de ce guide de voyage Où partir chaque mois, déjà avant le Covid. Et mon idée s'est confirmée encore plus pendant le Covid, sauf qu'évidemment, c'était pas la bonne période pour donner des idées de destination où voyager chaque mois, vu qu'on pouvait pas. Mais du coup, je me suis dit que dans ce guide, il fallait que j'inclue toujours une destination en France pour montrer aux gens aussi qu'on peut voyager en restant en France. Et donc, du coup, il y a chaque mois 5 destinations un peu partout dans le monde selon le type de voyage qu'on souhaite, mais toujours une destination en France. Et voyage privé, vous, c'est votre métier. Donc, comment vous avez vécu cette période ? On imagine que ça a été compliqué. Je pense que vous vouliez dire voyage pirate, du coup, c'est pour moi. Oui, pardon. Ouais. On a l'habitude. Oui, effectivement. Alors nous, il a fallu se réinventer aussi finalement en tant que site de bon plan voyage, puisqu'on n'a pas pu permettre aux gens de partir où ils voulaient pendant le Covid. Et du coup, on a nous aussi évidemment découvert la France. Et du coup, la France aux utilisateurs de notre site, ça a été la seule chose qu'on pouvait faire. Alors, il y a une période où on pouvait absolument rien faire. Et assez rapidement, après, quand même, on a les vacances d'été qui sont arrivées. Donc, on a surfé sur la vague des vacances d'été en France. Et c'est comme ça qu'on a réussi effectivement à rester un site de voyage pendant le Covid. Du côté d'Interrail, Bart, comment ça s'est passé pendant toute cette période Covid ? Pour nous aussi, bien sûr, le nombre de voyageurs a diminué. Donc, je pense qu'il n'y a pas autre chose que le tourisme normal pour les autres, pour les autres branches. Donc, pour le train, c'est pareil que. Et en plus, on pouvait dire, OK, je peux découvrir mon propre pays, mais pour Interrail, c'est surtout le pass pour découvrir l'Europe, donc pas ton propre pays. Donc, je voudrais bien aussi voyager aux Pays-Bas, oui. Je suis néerlandais, mais ça, c'était pas possible avec Interrail. Donc, on a aussi dû attendre. Donc, effectivement, en plus, tu es venu de là-bas, tu étais dans le coin et tu en as profité pour t'arrêter. Oui, OK. Faut qu'on en parle. Oui, je suis avec mon pass Interrail, j'ai allongé la côte italienne et française. Donc, c'est pour ça que je suis ici maintenant, oui. On nous l'a beaucoup demandé, quand on ne s'y connaît pas, on entend beaucoup de choses, il peut s'avérer des fois compliqué réellement de savoir où regarder, de quelle manière pour partir en vacances. Comment dénicher tous les bons plans, Clémentine ? Alors, moi, je trouve que dénicher les bons plans, c'est quand même compliqué. Il faut vraiment être acteur, du coup, sur Internet. Je pense qu'en fonction de quand on prend déjà le billet, que ce soit d'avion ou de train ou de bateau, déjà, il ne faut pas aller avec le même ordinateur. Moi, je fais les recherches qu'avec le téléphone et je prends sur l'ordinateur. Mais je trouve que c'est quand même compliqué en ce moment d'avoir un prix réduit car les taux ont vraiment flambé. Frédéric ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Les bons plans aujourd'hui sont plus difficiles. Alors j'avais aussi quelques astuces, c'est de passer derrière un VPN. Donc ça permet de garder des prix bas parce que les comparateurs sont malins. Donc ils remontent les prix, plus on cherche, plus les prix remontent. Alors ça vous pousse à acheter. Mais effectivement aujourd'hui, à part le stop, je vois pas comment voyager gratuitement. Après, je pense qu'il faut être flexible aussi dans ces dates de voyage parce qu'évidemment, par exemple, juillet, août, tout le monde veut partir et donc les prix sont élevés et il faut plutôt partir en saison basse ou éviter les week-ends et voilà, être flexible sur ces dates de voyage, c'est très important parce que les prix peuvent varier du simple au... Alors, faut pouvoir effectivement partir en saison basse. Ça dépend effectivement si on doit attendre des vacances scolaires par exemple où là les prix montent. C'est vrai mais que si c'est pas le cas, ouais. Ça dépend si on a une famille, ça dépend de notre travail aussi, des congés qu'on peut avoir. Donc c'est pas facile pour tout le monde. Élodie, des astuces pour partir pas cher? Élodie? Ah, Élodie nous a une déconnexion. On a perdu Élodie, je crois. Élodie est partie en voyage. Ouais, elle est partie en voyage, mais elle va peut-être revenir tout à l'heure. D'autres astuces peut-être en plateau ou à distance justement sur le sujet? Ben, effectivement, on parlait de flexibilité, clairement, c'est le plus grand conseil qu'on peut donner. Après, nous, on est la preuve, effectivement, chez Voyage Pirate, que trouver des bons plans, ça se fait encore, puisqu'on en publie tous les jours, plusieurs par jour, beaucoup par jour. Mais c'est surtout aussi le temps finalement, on a alloué aux recherches et effectivement, le temps qu'on a à passer sur les sites Internet pour les comparer, pour effectivement se rendre compte quel jour on peut réserver, que ça coûte moins cher, sur quel site internet ça va coûter moins cher, la destination, on parlait de flexibilité sur les dates de départ, mais sur la destination aussi, évidemment, plus il y a de demandes et plus les prix augmentent. Donc c'est vrai que finalement, nous, alors évidemment c'est notre travail, on est plusieurs, on est 5 personnes à le faire tous les jours, 8 heures par jour. Donc la clé est là aussi finalement, un peu, c'est le temps qu'on peut passer à faire les recherches. Pour dénicher les bons plans. Donc il faut être très flexible sur les dates, c'est ça, hein? Sur les dates, sur pas mal de choses. Sur les vols, on peut même pousser la flexibilité à l'aéroport de départ, par exemple. C'est vrai qu'on a des aéroports qui sont proches de certaines frontières françaises qui n'ont pas les mêmes systèmes de taxes que les aéroports français. Donc, par exemple, partir de Bruxelles, en général, ça coûte nettement moins cher que de partir de Paris. Genève, selon les destinations, ça peut aussi être une option. Alors, c'est évidemment pas donné à tout le monde, mais pour les transfrontaliers, c'est aussi finalement une autre flexibilité qui peut être intéressante. Du côté des bons plans, on a aussi Interrail. Nous avons Bart ce soir avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Interrail et comment on s'en sert? Oui, bien sûr. Avec Interrail, tu peux, avec un seul pass sur ton portable, voyager dans 33 pays européens. Donc, c'est un seul ticket et tu peux prendre autant de trains que tu veux. Et donc, ça, c'est vraiment une sensation de liberté aussi. Pas seulement de liberté, parce que, comme j'ai dit, tous les trains sont inclus. Pour certains trains, on a besoin de réservation. Mais aussi, je pense que la force d'Interrail, c'est aussi on peut se ralentir. Il faut pas, parce que dans notre société, il y a toujours une importance pour la vitesse. On veut vraiment voyager vite et être le plus vite possible de A à B. Et avec Interrail, tu peux aussi prendre un train plus lent, comme en France, un TER, et découvrir de nouvelles lignes. Et mais tu peux t'arrêter n'importe où, sortir, revenir. C'est ça. Exactement, on a cette flexibilité qu'on peut vraiment descendre où tu veux et spontané décider, OK, je vais rester là-bas et je resterai de nuit et je vais continuer demain. Et aussi, il y a plus que 30 000 destinations et gares où on peut... 33 pays, c'est énorme. 33 pays et 30 000 gares que tu peux visiter avec Interrail. Donc, mais ça laisse le choix. Oui, on a beaucoup de choix. C'est génial pour les road trips, ça. Oui. On peut partir à l'improviste comme ça. On peut réserver des wagons lits, wagons couchettes. Aussi, ça oui. De train de nuit, payer un hôtel, on peut dormir dans le train. Oui, comme ça aussi, on peut économiser. Ouais, c'est vrai. Tu dis, tiens, cette nuit, je prends ce train-là, comme ça, je dors dans le train. Le lendemain, tu arrives dans une autre ville et hop, on revisite. Oui, ça arrive aussi, souvent. Oui. Et comment ça se passe? Il y a des passes à acheter à l'avance? Est-ce qu'il faut réserver les billets de train quelques mois avant ou ça peut se faire en direct? Non, ça c'est une bonne question parce que on a vraiment la liberté de partir maintenant. Si tu achètes le pass, tu peux
partir, oui, dans quelques minutes. Et il y a toujours des trains possibles. Donc, je dois le dire différemment. Bien sûr, il y a des trains qui sont obligatoires, ou réservations sont obligatoires. Par exemple, les trains à grande vitesse, la plupart des trains à grande vitesse en France, en Italie et en Espagne surtout. Mais il y a beaucoup de trains qui n'ont pas de réservation obligatoire. Et c'est encore possible de voyager du sud de l'Italie au nord, au cercle polaire, sans réservation nécessaire. Et ça, c'est toujours possible avec le seul pass. Donc, oui, c'est génial. Tant de possibilités. Et donc, à quoi ressemble une journée avec Interrail? Un exemple? Ok. Oui, hier, ce que j'ai fait, j'ai voyagé de Nice au Beaulieu-sur-Mer à la côte italienne, San Remo. Oui. Et j'ai vraiment regardé, ok, où je veux descendre. Et ça, c'est possible parce que comme on a le pass, c'est toujours valable et tu peux, comme j'ai dit, prendre tous les trains qui sont sur cette route. Et oui, tu peux être spontané. Ça, je pense que c'est un grand avantage. Donc on descend et 1 heure après, on peut remonter dans un autre train pour aller ailleurs. Exactement. Si tu vas par exemple, c'est un bon plan, ça. Ouais. Oui, aussi tu vas à Berlin, par exemple, parce que l'avantage, comme j'ai dit, il y a les trains à grande vitesse en France, Italie et en Espagne, il faut réserver. Mais par exemple, en Allemagne, il n'y a pas de réservation obligatoire. Et même les trains à grande vitesse, tu peux toujours prendre spontanément. Donc, si tu es à Berlin, tu peux décider, est-ce que je veux partir à Munich, à Cologne ou à Hambourg? C'est vraiment, tu peux décider le dernier moment parce que tu peux juste monter. Et comment ça se passe? Ça dure combien de temps? 1 semaine, 10 jours? Combien de temps est valide le pass? Il y a beaucoup plus. Il y a 10 formules et le plus court, c'est 4 jours sur un mois. Donc, tu peux voyager 4 jours choisis dans un mois. Et le plus long, c'est 3 mois. Donc, entre les deux, il y a 5 jours, 7 jours, 10 jours et 1, 2, 3 mois. Mais même sur ça, il y a beaucoup de flexibilité, comme les gares sur les dates aussi. Oui. Donc, tu dois avoir le temps, bien sûr. Mais c'est sûr que si on prend un pass pour 3 mois, il faut le rentabiliser, en profiter. Oui. Après, en termes de prix, du coup, c'est quand même très intéressant, forcément, que de réserver tous les billets. Forcément. Oui, bien sûr. OK. Le prix... Ça commence, le pass pour 4 personnes, pour 7 jours, je peux dire, c'est environ 350 €. Mm-hmm. Il y a de réduction pour les 60 plus et pour les moins de 28 ans. Et les enfants les enfants avec de 11 ans inclus sont gratuits même. Donc, c'est hyper intéressant. Oui, ça c'est intéressant aussi pour la famille par exemple, parce que bien sûr pour les avions, il faut toujours payer pour 4 personnes. Et avec Interrail, tu peux vraiment voyager avec les enfants gratuitement. Et bien sûr, le plus long, le pass est valable. 3 mois. Oui, 3 mois. Oui, mais le prix pour 3 mois, par exemple, ça coûte 950 € pour un adulte. Ah oui, c'est pas exagéré. Mais si tu prends par exemple le prix, je peux dire Paris-Marseille, pour une allée simple, ok. Donc, ça c'est vraiment avantageux. Si tu voyages beaucoup, bien sûr. Dans 33 pays, effectivement. 33 pays. C'est un prix fixe ou c'est... C'est un prix fixe, oui. Et c'est quelque chose qu'on peut faire demain. Là, on a un long pont. On peut partir demain, ça ne demande pas de préparation. Oui, bien sûr, il faut préparer un peu avec, créer une route. Mais oui, théoriquement, tu peux vraiment monter, comme j'ai dit, et prendre le train que tu veux. Et pour continuer du côté des bons plans pour voyager, on a aussi Marion, qui est responsable éditoriale de Voyage Pirate. Marion, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Voyage Pirate? Oui, bien sûr. Alors, Voyage Pirate, c'est une plateforme, un site internet de bons plans, effectivement, voyage. Donc, on publie tous les jours un certain nombre d'articles qui proposent des bons plans de toutes sortes, on dira. Donc, on a une équipe qui scanne Internet toute la journée, justement pour dénicher ou les promos sur les vols ou les séjours pas chers. On a plusieurs sections sur le site. Qui sont des bons plans qui sont évidemment sélectionnés avec soin. L'équipe scanne un maximum de sources et de sites internet pour proposer ce qu'il y a de mieux. Donc de mieux en termes de prix évidemment, mais pas seulement, parce que finalement le bon plan ne peut pas se référer qu'au prix. Il y a aussi évidemment une notion de qualité derrière, c'est-à-dire qu'on met finalement en rapport l'hôtel par exemple.
un hôtel 4 étoiles va pas coûter le même prix qu'une auberge de jeunesse. Il n'empêche qu'on arrive à trouver des bons plans sur les hôtels 4 étoiles à partir du moment où c'est moins cher que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, du coup, c'est vraiment une équipe de chasseurs de bons plans, comme on les appelle, qui publie tous les jours ces articles. Et donc, c'est un travail à temps plein. C'est un travail à temps plein. On est 5 personnes à faire ça à temps plein. Donc oui, effectivement, il y a de quoi faire. Si on veut effectivement proposer des bons plans, ce qu'on effectivement appelle un bon plan, il faut avoir le temps. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je le disais, finalement, ça fait partie des règles d'or. C'est-à-dire que finalement, on fait les recherches que la plupart des gens n'ont pas le temps de faire avant de réserver leurs vacances. C'est-à-dire que peu de gens ont le temps de passer 8 heures par jour, tous les jours de la semaine, pour trouver finalement le voyage qu'ils feront en été ou peu importe finalement la saison. Donc finalement, nous, on met ce temps à disposition pour donner des solutions clés en main finalement. Alors comment on va préparer du coup son séjour avec Voyage Pirate pour qu'il coûte le moins cher possible, avec le meilleur rapport qualité-prix finalement ? Nous, en général, alors, quand on cherche un séjour avec le vol plus l'hôtel, on démarre nos recherches par les vols parce que c'est généralement quand même ce qui va faire la plus grosse différence. On va regarder sur un mois donné. Alors évidemment, tout à l'heure, on parlait de la saisonnalité. Évidemment, alors on a l'impression qu'en été, on ne peut pas trouver de bons plans. Bien sûr finalement, on peut trouver des bons plans puisqu'on arrive toujours à trouver des séjours moins chers que d'autres. Mais évidemment, si on le compare avec un séjour dans la même destination au mois d'octobre ou novembre, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver, alors sur un mois donné, du coup, les vols les moins chers. En général, du coup, on part de là. Et puis, on part des vols aussi parce que finalement, c'est vrai qu'on a tendance, alors après, encore une fois, tout le monde n'a pas la possibilité de choisir le jour de départ. Il y a des gens qui ne peuvent malheureusement partir que du samedi au samedi. Mais c'est vrai que nous, on essaye aussi finalement de trouver des solutions un peu alternatives et de montrer que parfois, peut-être en partant le lundi, ça fait quand même une grosse différence. Donc, on essaye de proposer aussi finalement toutes ces alternatives pour baisser les prix sur certaines dates quand les gens ont la possibilité. L'été, par exemple, on est plus flexible. Parfois, si on a 2-3 semaines de vacances, on arrive à décaler le jour de départ. C'est plus difficile quand il n'y a qu'une seule semaine de vacances. Mais voilà, du coup, on cherche les vols les moins chers et puis après, on va y ajouter les hôtels. Alors là aussi, on scanne sur les sites de réservation d'hôtels tous les établissements qui sont à disposition. Alors là, c'est un travail c'est finalement encore plus méticuleux que les vols, puisque les vols, une fois qu'on a trouvé, en général, les compagnies aériennes sont les mêmes sur certaines lignes. Bon, les hôtels, après, il faut faire beaucoup de tri pour justement, tout à l'heure, je parlais de qualité, proposer des hôtels qui soient malgré tout qualitatifs, mais pas trop chers. Donc voilà, après, on ajoute les éléments les uns aux autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce qu'on appelle un bon plan. Et en tant que... Pardon, j'ai une question. Moi, je connais pas Voyage Pirate. Ça se passe comment ? C'est nous qui vous envoyons un message en disant on veut partir à cet endroit de telle date à telle date, ou c'est vous qui donnez un bon plan, par exemple, dans la semaine en disant je suis tombée sur ça, qui veut partir là-bas ? C'est ça. En fait, Voyage Pirate n'est pas une agence de voyage ni un site de réservation. Donc au final, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment uniquement scanner le web. Et finalement, on redirige les utilisateurs du site vers tout un tas de sites de réservation. Et c'est là, en fait, où on arrive justement à proposer des prix intéressants. C'est qu'on va piocher chez un site de réservation et puis chez un autre. Et en faisant l'assemblage, vous mélangez tout ça. On mélange, en fin de compte, tous les sites de réservation qu'on a à disposition. Donc non, effectivement, c'est pas sur demande. C'est vraiment... alors, évidemment, sur un article Voyage Pirate, il y a énormément de dates de départ proposées, justement pour pouvoir s'adresser à un maximum de personnes. Mais après, d'une date à l'autre, les prix fluctuent forcément, puisque ça, c'est la loi de l'offre et de la demande dans le secteur du tourisme, on dira. Et en tant que professionnel, vous n'avez pas des exclusivités avec des hôtels, par exemple ? On n'a pas beaucoup d'exclusivités. On arrive parfois à négocier certaines exclusivités avec, alors plutôt même, je dirais, des codes promotionnels, par exemple, sur certains sites. Ça nous arrive de réussir à les négocier. Mais on n'est pas en
discussion directe avec les hôtels finalement. Donc c'est assez rare qu'on ait. On en a parfois, mais c'est assez rare. Oui, parce que du coup, vous pourriez effectivement, pour une question de rentabilité, peut-être parce que vous avez forcément un business model derrière, il faut bien que vous gagnez un petit peu votre vie chez Voyage Pirate. Donc oui, il pourrait y avoir Mais de toute façon, ça reste dans l'esprit bon plan. Donc de toute façon, vous arrivez à sortir les meilleurs rapports qualité-prix. C'est l'idée. C'est ça, exactement. En allant sur votre site. Oui. C'est ça, tout à fait. Et du coup, alors, vaut mieux organiser un séjour seul en cherchant de son côté les hôtels, les moyens de transport, les activités soi-même, ou passer du coup par Voyage Pirate ou une agence de voyage? Alors, au final, Voyage Pirate, finalement, va simplement faire la recherche à votre place. Donc, on va dire qu'on facilite la recherche. Nous-mêmes, on va scanner tout un tas de sites internet. Donc, finalement, on fait le travail. Si vous dites, moi, je vais aller monter moi-même mon séjour, finalement, on l'a fait avant, mais on a fait la même chose et le même travail. Après, tout est adaptable sur notre site. C'est-à-dire que, et ça, on insiste beaucoup dessus. C'est vrai que souvent, les bons plans sont proposés, par exemple, pour 2 personnes. Finalement, c'est très facile d'adapter le nombre de personnes et d'adapter aux besoins en partant d'une base qui est déjà donnée. Par exemple, ne serait-ce que prendre les dates que nous, on aura trouvées les moins chères, ça permet déjà de rester sur les dates qui seront les plus intéressantes. Très bien, très très clair. Alors finalement, on va revenir en plateau et puis on demandera aussi un petit peu l'avis tout à l'heure à Cécilia. Agence ou site internet, qui conseille le mieux finalement? Avec Clémentine, Cindy, au choix déjà. Moi, je vais souvent sur des blogs. Après, j'achète souvent le guide du routard ou Lonely Planet qui me donne des pistes. Mais après, je vérifie les infos sur les blogs parce que si tout le monde va au même endroit, c'est pas bon. On est d'accord que visiter un endroit avec 500 milliards de personnes, on va pas du tout aimer. Et du coup, oui, je vais de plus en plus sur les blogs de voyage. C'est pour ça que je vais en créer un. Et du coup, pour orienter bien les personnes. Moi, je suis d'accord avec Clémentine, du coup. Et juste pour dire que je suis les bons plans de Voyage Pirate et je suis abonnée au WhatsApp. Et je peux dire qu'il y a vraiment des bons plans. Donc, c'est vrai que c'est super sympa, mais voilà, il faut être flexible sur les dates, comme on disait, tout ça. Au niveau des bons plans, moi, je suis plutôt partante de fouiller sur Internet. Bon, c'est un peu pour ça que je suis travel planner maintenant aussi. Oui, regardez les blogs de voyage. Ne pas hésiter à checker tous les hébergements possibles. Et même pour un hébergement, on peut le faire sur Booking, Hotel.com, Kayak, etc. Et tous n'ont pas les mêmes prix. Il ne faut pas hésiter aussi à aller voir directement, taper le nom de l'hébergement et aller sur son site. Souvent, c'est moins cher. Ça, c'est vrai, effectivement. Frédéric, ton avis sur le sujet? Je ne vais pas dire le contraire, parce que j'ai aussi un blog voyage. Moi, j'aime bien que les gens viennent me demander conseil. Après, moi, ma manière de voyager, elle est peut-être un peu différente parce que j'autofinance mes voyages. C'est-à-dire que je vais vendre des compétences, comme la photographie, par exemple. Je vais louer mon appartement parce que je pars en voyage, donc j'en ai pas besoin. Louer ma voiture. Je vais écrire des articles et quand je pars, en fait, je vais juste louer ma première nuit et ensuite je me débrouille sur place. Donc j'arrive toujours à dormir chez l'habitant. Bon, après, faut pas avoir peur de tout ça, hein, évidemment. C'est une autre façon de voyager. Mais dans des destinations un peu pas trop routes, hein, mais voilà, avoir l'esprit assez ouvert et aller vers les gens, et on trouve toujours des bons plans parce que finalement, quand on va dans un pays où on connaît rien, et quand on va dans une agence de voyage, finalement, souvent, on se dit, en fait, il y connaît rien non plus. et nous, on apporte, en tant que blogueur, notre propre expérience. Donc, cette expérience-là, on l'a faite sur place, en fait. Donc, c'est ça qu'on aime partager. Ressenti. C'est ça, exactement. Ouais. Cécilia, t'es du même avis? Cécilia, un voyage, c'est pareil. Oui. Oui. Oui, vas-y, on t'entend. Vous m'entendez? Oui. Non, je disais, je suis plutôt du même avis. Moi, je vais vraiment aller fouiller sur des sites, sur des forums, sur des voyages beaucoup. Parce que c'est des avis souvent qui sont quand même assez propres à la personne qui a visité le pays. Après, il y a quand même des plus difficiles à organiser seul. Ou je suis partie en safari ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est des... Ça dépend des pays, c'est sûr que si on part dans des pays un petit peu tendus, on peut peut-être pas les organiser facilement soi-même. Peut-être passer plus par des professionnels, ou c'est jouable quand même? Je pense que ça peut toujours t'entends mal, hein, Cécilia. Souci de connexion. Oui. Ouais.
On peut prendre un guide sur place, en fait. Ouais. On peut prendre. Ouais, Cécilia, t'as des petits soucis de connexion. Essaie de voir si une meilleure connexion. Oui, donc on peut prendre un guide sur place, c'est ça, Frédéric? Oui, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour aller en Inde. Ouais. Bizarrement, c'était une destination qui faisait un peu peur. Et je pense que j'ai bien fait parce que voilà, c'était, je pense, pas le pire voyage, mais le voyage qui m'a le plus marqué, vraiment. Il m'a fallu quelques temps pour m'en remettre, d'ailleurs. Après, c'est dû à ma sensibilité. Mais non, sinon, après, je me débrouille tout seul. Même Cuba, on m'avait dit que c'était potentiellement dangereux. Franchement, j'y ai passé un super moment. Mais oui, ça peut être la solution. L'Afrique, je pense effectivement. Oui, parce qu'on parlait sur place, c'est de bien. safari, par exemple, en Tanzanie. C'est un peu compliqué quand même. Ouais. C'est un très beau pays, mais c'est compliqué. On n'est pas libre là-bas. Oui, puis il y a des animaux sauvages. Oui, Ça fait peur. Ouais, mais ça encore, ils sont dans des parcs, ça va. Non, mais c'est plutôt par rapport en fait à l'encadrement, à le fait qu'on est, finalement, on est quand même vu comme des dollars, clairement. Et portefeuille sur pattes, ouais. Ouais, portefeuille de dollars sur pattes. Après, c'est l'expérience du voyage aussi, moi je trouve. Ça dépend comment on veut Ça pimente un petit peu. voyager. Il y a des personnes qui veulent voyager et que tout soit cadré. Et il y a des personnes qui sont plus partant pour une aventure, une vraie expérience de voyage où on va à la rencontre des gens, des locaux, et que justement on peut découvrir des guides locaux qui, eux, vont parler vraiment de leur pays et nous le faire découvrir. Par contre, il faut bien vérifier que ce soit un vrai guide. C'est vrai. Et on vérifie comment? Il y a des charlatans. Ah oui, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. Oui. Ah oui, oui. Il faut pas aller forcément loin. Hein. Mais oui, faut leur demander, en fait. Logiquement, un guide a une carte. Oui, il va pas nous le dire si c'est un charlatan, le gars. Quand même. Oui, mais il a Non, pas la il a carte. carte. Oui, mais il a pas la carte. Ça, oui, leur demander la Ouais. carte. Et Ok. puis, si vous. Dans le monde entier. S'il te dit, attends, mais je connais un raccourci, non, ça sent pas bon, là. Ouais. Il faut faire confiance Ça à sent son traquenard. instinct aussi, Ouais, je ouais, pense. tout à fait, oui. Faut mieux descendre et quitter le guide rapidement. C'est ça. Effectivement. On a une question de Sophie qui nous dit quels sont les mots-clés à taper pour trouver les voyages les plus rentables? On va peut-être demander à Marion. Voyage pirate. Ah, ça, c'est une évidence. C'est le number one, ça. Là, on est sûr de trouver les bons voyages. Oui. Bon voyage. Non, au bon plan, effectivement, ça va quand même faire partie je pense, des mots-clés les plus importants. Après, rapport qualité-prix, c'est vrai que nous, on insiste beaucoup là-dessus. Après, en réalité, il suffit de taper vol pas cher, séjour pas cher. Ouais, mais c'est là où on tombe tout de suite sur les comparateurs de prix de voyage, les trucs typés Trivago, Kayak, pour en citer plusieurs. Quand on tape ça, clairement. Et ça, vraiment, c'est des solutions sérieuses ou pas? De passer par ce type de comparateur de nous, prix. c'est les sites qu'on regarde, hein, de toute façon. D'accord. Ça fait partie des sites qu'on regarde, effectivement, et avec lesquels on propose notre bon plan. Ouais. D'accord, ok. Donc après, c'est à voir si la personne a envie de faire elle-même la recherche ou si effectivement elle veut une solution clé en main. Et là, dans ce cas-là, voyage pirate à votre service. Évidemment, c'est clair. Allez, on se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. C'est une question qui est beaucoup revenue. On entend beaucoup de choses, que pour payer pas cher, il faut se mettre en navigation privée pour les recherches, qu'il faut s'y prendre des mois à l'avance, qu'il faut se réveiller le mardi à 2h du matin. Est-ce que ça marche réellement, ces astuces-là, Clémentine? Moi, c'est vrai que plusieurs fois, j'ai regardé de nuit et je trouve que c'est des fois moins cher. Après, je n'ai pas la sensation. Alors, de nuit sur des sites français, parce que de nuit, ça peut être 2 jours à c'est la question que je me pose, Ouais, parce c'est bizarre. que, oui, au final, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je trouve que de nuit, quand même, moi, je fais c'est peut-être souvent parce le qu'il y a moins de lundi soir. trafic sur ces sites-là. Oui. Enfin, trafic pense que venant c'est de ça. France, par exemple. Oui, parce qu'au final, si je regarde de nuit en Polynésie française, je pense c'est que sûr. c'est pas bon et les 12 heures de décalage. Mais oui, je trouve que c'est moins cher déjà. Cindy? Moi, je pense que ça dépend effectivement s'y prendre à l'avance. C'est quand même important. Parce que plus on s'y prend à l'avance, plus on a de chance. Mais combien de temps à l'avance? Il y a une légende qui dit qu'il faut que ce soit je sais plus, tel jour, le jeudi, 18 il y a 40 jours semaines, avant, ouais. machin bidule. Non, c'est une légende, ça? Moi, je pense que le plus important, c'est Il y en a déjà qui ont des méthodes comme le ça. jour où on part. Par exemple, les mardis, jeudis, tout Voilà, ça, il y a c'est des des jours jours- moins chers. Il y a des jours moins chers, déjà. Oui. Le départ. Après, le jour où on réserve, j'ai pas vu, moi, d'influence particulièrement. Peut-être la nuit, effectivement. La navigation privée ou le VPN, Le ça VPN, peut passer jouer. par une autre adresse, oui. C'est ça. Mhm. Sinon, je dirais au moins, ça dépend quel type de séjour on veut faire en fait. Il y a des séjours, il faut réserver longtemps à l'avance. Moi, par exemple, je suis allée en Inde aussi, j'ai réservé au moins 9 mois à l'avance. J'ai eu un billet vraiment pas cher.
Mais sinon. Des fois, c'est pas le cas. Hein. Les prix sont chers même à l'avance et ils deviennent moins chers au dernier moment. Oui, mais du on peut coup, pas le savoir. il faut s'attendre. Voilà, faut s'attendre qu'au dernier moment, il peut être très cher. Rien n'est changer de plan dit. complètement. Voilà. Les trains aussi, il y a des jours particuliers où ça coûte moins cher de le prendre? Je peux pas dire pour. Il peut pas, il le paye Eh plus ben oui, le train. Pour pas le train, C'est ça, parce que le notre truc. passe Interrail, c'est toujours le même prix. Donc, Alors ça, par contre, pour le coup, c'est vraiment un bon plan. Parce que nous, en France, Bart, les trains, c'est l'enfer. C'est-à-dire que les prix j'ai changent pas expérimenté de- ça, mais. Non, mais toi qui es en Allemagne, en France, c'est terrible. Tu réserves à l'avance. Pourquoi ça, c'est terrible? Tu réserves 1 heure après, tu reviens 3 jours après, les prix ils montent, ils doublent, ils redescendent. C'est du grand n'importe quoi. On Non, y mais comprend t'as le rien. Wigo, des mauvaises langues. Ouais, enfin. Honnêtement. ok. Non, mais faut être clair. Non, mais nous, voilà, t'explique comment ça marche en France. C'est hyper compliqué. Et des fois, tu peux avoir un très bon prix 3 jours avant. Voilà. Parce que peut-être que c'est un taux de remplissage qui fait que, voilà, mais on n'y comprend rien. Les réductions, c'est pareil. Au moins, avec Interrail, c'est le même prix. T'es tranquille. Oui, au moins, oui, ça c'est clair. Mais il n'y a pas de carte de réduction ici en France aussi. Si. Mais des fois, les réductions s'appliquent pas comme Ouais, par hasard c'est pas quand on sur, veut tous les trains. l'utiliser. Ok. Puis c'est pas le week-end, puis c'est pas le bon week-end, c'est la période haute, pas haute. Enfin, Il faut être très jeune ou très vieux. ouais, c'est un peu ça. Ouais. Oui, ok, mais au moins c'est rapide, hein, parce que moi je suis toujours très jaloux. J'ai aussi vécu à Paris et 3 heures Paris-Marseille, ça c'est vraiment impressionnant. Ah Donc, oui, non, hein, ça c'est ok. sûr. C'est sûr qu'on traverse la France assez rapidement en TGV, c'est clair. On a une question de Aude pour Bart. Est-ce qu'il y a une période en particulier où c'est conseillé de voyager avec Interrail? En général, oui, on peut dire aussi, comme on a déjà discuté au début, oui, c'est toujours mieux hors saison, bien sûr, parce qu'en été, les trains sont pleins aussi. On a la même chose que tout le monde veut voyager maintenant et le train est aussi. Déjà, en on sait route. que le prix chez Interrail, c'est le même toute l'année, par contre. Oui, le prix est le même Voilà, toute mais après, toute c'est l'année. une question de Mais- confort de et- voyage. Exactement, parce qu'il y a des trains qui sont pleins, mais aussi, bien sûr, la réservation, parce que ça, c'est aussi une chose importante, comme j'ai dit, surtout dans l'Europe, en Europe du Sud, France, Italie, Espagne. Donc là, il faut payer vraiment- quelques euros, c'est ça, pour réserver sa place dans le TGV. C'est une Oui, histoire de quelques euros. Exactement, des trains à grande vitesse, des trains de nuit, et ça, il faut vraiment faire bien en avance. Si tu parce que voyages sinon, il y a pas de place. en été, oui, ça c'est important. Donc nous, on dit aussi hors saison ou prendre le train plus lentement. Le train les plus TER, lentement. en Le France, TER, ouais. oui, parce qu'il y a des pays comme Italie et Allemagne, il y a des réseaux magnifiques de trains TER. Chaque heure, il y a un train Traverse qui... des belles villes, des beaux villages. En plus on aussi, visite. on s'arrête dans des villages et villes où on ne connaît pas. Et c'est vraiment une découverte aussi. C'est une Mais c'est aventure. génial, ça. Je pense, à mon avis, la plupart des aventures se trouvent sur la ligne secondaire. On ne connaît pas. Et oui, ce qui est logique. Et là, il y a beaucoup. Et je vois par exemple effectivement Frédéric qui a fait un sourire. Pour le coup, il s'est dit tiens, je vais peut-être m'arrêter dans tel ou tel beau village. Je me vois bien m'arrêter. Tiens, cette gare. Non, mais tu vois un beau spot à photographier. Tu te dis tiens, ça peut être pas mal. Oui, ça me rappelle un souvenir quand j'ai traversé la Transylvanie en train, justement, Ah où oui. je pouvais descendre du train, aller faire ce que j'avais besoin de faire, et puis courir et remonter dans le train. Il c'est était génial. très lent. C'est ce que en fait, ça a été le déclic chez moi, le slow travel, depuis ce jour-là. Le slow travel. On a une question de Pierre qui nous demande: est-ce que voyager en Suède en hiver avec Interrail, c'est une bonne idée? Oula. Mais ça, c'est aussi une Question en live. Parce que moi, j'ai fait un voyage au cercle polaire il y a 2 ans et je voulais le faire début juin, mais ils m'ont déconseillé ça parce qu'il y a encore, si tu veux faire des randonnées, tout ça et faire de la nature, ça c'est compliqué. Mais bien sûr, pour le Northern Lights, je sais quoi le mot en français, mais Les aurores boréales. Les aurores boréales. Exactement, Ouais. merci. Non, ça Ouais, bien il vaut sûr, mieux aller là, ouais. oui, c'est une bonne possibilité. Donc aussi, bien sûr, n'importe quelle saison, tu peux toujours utiliser le train pour aller au nord. Mais pour la randonnée et le paysage, je voudrais recommander plutôt l'été. Oui. Alors, improvisation ou voyage organisé à l'avance, qu'est-ce que c'est le mieux pour payer moins cher, Cindy? Je pense que c'est une question de goût aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas l'improvisation dans le voyage. Moi, j'aime bien. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Je dirais que dans l'improvisation, il faut pas s'attendre à avoir des goûts de luxe, on va dire. Faut prendre ce qu'il y a. Voilà. C'est ça. Par exemple, moi, j'ai fait un road trip autour de la péninsule ibérique en solo. Et du coup, je prenais des bus, des blablacars, ce que je trouvais du jour au lendemain. Je prenais les auberges de jeunesse que je voyais disponibles. Bon, je suis partie hors saison aussi, pour dire. Parce que je pense qu'en juillet-août, ça aurait pas été possible. Mais sinon, l'improvisation, ça a du bon.
je dirais hors saison, et il faut pas être trop, comment dire, picky. On imagine que Frédéric est du même avis du coup. Oui, je pense qu'il faut faire la différence entre voyager et partir en vacances. Je crois que c'est ça l'essentiel. Partir en vacances, on veut du confort, on veut le bel hôtel, etc. Voyager, c'est partir à l'aventure. Donc, avec cette idée-là, on part à l'impro. Donc pour toi, le mot voyage rime avec aventure? Pas forcément, mais en fait, moi, j'aime dire que, en général, quand je pars, c'est pour une période de 3-4 semaines. Je me dis pas, je pars en voyage 4 semaines, je pars vivre quelque part 4 semaines. Mais après, voilà, c'est une façon de voyager qui est très différente. Et après, oui, il y a toujours moyen, de toute façon, même si on part au dernier moment et que ça coûte un peu plus cher, voilà, comme moi, j'ai d'autres revenus qui me permettent de le faire, c'est plus facile pour moi. Mais quelqu'un qui veut voyager vraiment, il improvise. Il va louer sa première nuit et puis sur place, il se débrouille. Et ça, c'est vraiment un voyage, oui. Alors, c'est sûr qu'hors saison, on a moins de risques, évidemment, que tout soit pris. On fait ça en été, c'est un peu tendu, on peut dormir dehors quand même. Oui, mais des fois, on peut arriver quelque part et tout est fermé aussi. Oui. Cécilia, alors voyage organisé ou à l'aventure? Non, mais je suis complètement d'accord avec tout ce qui est dit en ce moment. C'est vrai que quand on voyage de façon complètement improvisée, faut pas s'attendre à être super exigeant. Hors saison, c'est plus simple évidemment, mais l'été, je pense que de toute façon, même si c'est plus compliqué, on peut toujours trouver quelque chose. J'aime bien les deux personnellement. C'est deux façons complètement différentes de voyager et je rejoins Frédéric sur ce qu'il disait sur la différenciation entre vacances et voyage, mais c'est vrai que le mix des deux parfois peut être sympa. Et du côté de voyage pirate, est-ce qu'on a des bons plans à la dernière minute pour partir à l'aventure aussi? Oui, bien sûr, on essaye de trouver de tout pour contenter tous les types de voyageurs, on dira. Donc on a une grosse partie des gens qui nous suivent qui sont très mainstream finalement. Et ça peut être plutôt des familles avec des enfants, voilà, où ils sont obligés de rester dans les clous, dans les standards. Ouais. Les destinations aussi, c'est vrai que finalement, là, on a les vacances d'été qui arrivent, on mange Majorque, la Tunisie, la Grèce. Et là, ça, c'est des destinations proches à la limite. C'est ça. Ouais. Mais finalement, c'est aussi ce que les gens cherchent principalement actuellement pour leurs vacances d'été. Et c'est vrai que ça me fait dire que là, finalement, quand on dit est-ce que c'est mieux improvisation ou ça dépend alors effectivement de ce qu'on cherche, mais ça dépend aussi de la destination. Il y a des endroits, je pense, où c'est très très compliqué et où on pourrait se retrouver presque à payer les derniers hôtels qui restent, qui sont les plus chers et qui n'ont pas été bookés. Quel type d'endroit, par exemple, où il ne faut pas faire ça, clairement? Alors moi, l'été, j'aurais tendance à dire que les îles grecques, je suis pas sûre que j'aurais confiance. J'aurais un peu peur de devoir payer des chambres d'hôtel très chères, parce que alors c'est des endroits où l'offre est plus limitée, évidemment aussi, et où du coup, une fois que les hôtels moins chers ont été remplis, il reste souvent ce qu'il y a de haut de gamme, quoi. Donc, je pense qu'il faut se méfier aussi de la destination. Ça dépend vraiment de là où on va. Je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé au tout début, mais la possibilité sur la destination en prenant en compte un budget global de voyage, c'est vrai que parfois on ne se rend pas compte que partir loin, si le coût de la vie est beaucoup moins important, par exemple, je veux dire en Asie du Sud-Est, où on mange pour pas grand-chose, où on se loge pour pas grand-chose, le voyage finalement peut être beaucoup moins cher que de payer un billet d'avion pas cher pour une destination plus proche. C'est ce que j'allais dire. Je vais même rajouter que des fois, ça coûte bien moins cher de partir assez loin plutôt que de partir simplement en France. C'est triste, mais c'est vrai que des fois, partir sur telle ou telle côte ou venir ici, par exemple, sur la côte là où on est physiquement, les semaines l'été peuvent être hyper chères. Et à ce prix-là, vous pourriez partir beaucoup plus loin dans ce type de pays, clairement. Ouais. C'est vrai. Et comment on fait pour, dans sa tête, avant de partir, savoir le budget global à peu près que ça peut nous coûter, Cécilia? Moi, je vais taper des mots-clés sur Google, tout simplement, en mettant coût de la vie dans tel pays. Et il y a des sites, je ne les ai pas en tête, mais qui sont très bien faits, qui indiquent vraiment le coût d'un repas, le coût moyen d'une chambre d'hôtel selon le niveau qu'on veut.
Et déjà, ça donne une idée un petit peu. Voilà, on fait un x10 si on part 10 jours. Et puis. Oui, on extrapole un peu, ça donne une enveloppe. Voilà. Vous feriez pareil, vous, en plateau, Clémentine Moi, j'avoue que souvent, je pars et je me dis, bon, je vais voir combien ça va me coûter. Moi, j'ai jamais d'avis à l'avance. C'est-à-dire, je pars, je regarde par exemple mes plongées ou mes trucs importants que je veux vraiment faire. Et après, le reste, je le vois sur place en fonction du prix de la vie là-bas. Au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà. Frédéric, pareil, toi ou tu... Oui, c'est pareil. En tes objectifs un peu photo, oui, parce que sinon, si le but, c'est de se restreindre aussi. Alors après, voilà... Le but, c'est pas faire non plus un voyage de luxe, à moins d'avoir vraiment les moyens ou vouloir tout dépenser, mais je pense que l'idée de partir à l'aventure, donc voyager, si on a un budget déjà déterminé, oui, on fait pas ce qu'on veut, on n'est pas libre. Alors après, effectivement, il faut quand même prévoir un budget, oui. C'est peut-être pas ouvert à tout le monde, finalement. Moi, je suis pas trop d'accord. C'est très bien. C'est très bien, on est là pour débattre. Je pense qu'on peut voyager, comme on disait, vraiment pas cher aussi. Et que, bon, certes, moi, j'ai beaucoup voyagé sans avoir un budget de base. Alors, comme Cécilia le disait, je regardais par contre sur les sites, et pareil, je sais plus le nom, mais prix moyen le coût de la vie dans tel pays et tout, pour avoir une idée, justement, d'où je vais. Et j'essaie de sélectionner des pays plutôt à bas prix. Mais du coup, je ne prévois pas de budget à l'avance. Je vois à peu près que ça coûte pas trop cher. Et puis après, sur place... Vous prévoyez une enveloppe de sécurité, de secours, non. De se dire, bon, non ? Non, rien. Mais du coup, tu t'imposes une destination par rapport à son prix ? Un peu. T'as quand même une idée au départ, en fait. Tu dis, tiens, je vais mettre 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Non, pas du tout. Tu dis, tiens, je regarde ces destinations-là, c'est le bon plan du moment, c'est là qu'il faut que je parte. Oui, et puis après, c'est sur place, un peu au jour le jour, où je me dis, il faudrait que j'essaie de pas dépenser plus de temps. Et voilà. Oui, demain, il y a un billet pas cher pour les Philippines. Là, je suis partie la semaine dernière à Minorque. C'était 45 € l'aller-retour. Et je suis passée 4 jours là-bas. Et voilà. Et pourtant, c'était pas une envie fulgurante de partir là-bas à la base. Non, pas forcément. Pour 45 €, bon, oui. Je dis, bon, je vais aller prendre, dépenser 45 €, je vais aller voir. C'est ça. Ouais. C'est un aller-retour à Nice en voiture. C'est ça. C'est clair, ça dépend, effectivement. Tu prends le péage d'essence, même de chez nous, on n'est pas très loin, mais ouais, c'est ça. On a une question de Nolan pour Voyage Pirate. Est-ce qu'il y a aussi des activités pas chères mises en avant sur le site ? Alors, on a une section activités, effectivement, sur le site. Qui n'est pas forcément celle qui intéresse le plus les gens qui nous suivent, mais elle existe dans la section de réservation du site. Et du coup, on peut y réserver effectivement tout un tas d'activités à faire dans pas mal de destinations dans le monde. Donc, il y a les activités, on dira, les basiques, celles qu'on fait quand on arrive à Rome, par exemple, le Colisée, etc. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus expérience, on dira, sans pousser à l'extrême non plus. C'est pas Airbnb expérience, par exemple, mais on a quand même certaines choses un peu plus expérience, justement, plus qu'activité. Et du côté maintenant pratique, on va dire, quand on part en voyage, quelle banque choisir, quel forfait ? Clémentine ? Moi, souvent, je prends un forfait sur place parce que j'ai souvent besoin, par exemple, du GPS ou d'appeler des hôtels. Ah oui, on parle d'accord, ok, déjà Internet. Oui, forfait du téléphone toujours. Après, obligatoire ou parce que le GPS, on peut s'en passer de Internet ? Oui, si on a le Wi-Fi dans le logement et qu'on charge le plan avant de partir. Mais il y a des logements où on n'a même pas de Wi-Fi. Donc, ça dépend où. Par exemple, en Asie, on peut prendre une carte SIM pour peu. Donc, en arrivant à l'aéroport, tu arrives, tu prends l'opérateur du coin, un truc prépayé, et voilà. Exactement. Et là, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Marrakech et il y a une offre du coup avec le Maghreb où on arrive, il nous envoie un message, on répond oui et on a du coup Internet pendant quelques jours. Donc ça, c'est les bonnes pratiques. Frédéric, tu ferais pareil ? Tu fais pareil à l'étranger ? Oui, je fais pareil. Après, il y a... Surtout pas utiliser son portable de France, quoi, clairement. Ça, déjà. En Europe, on peut, parce que le forfait... En Europe, oui. Maintenant, roaming, tout ça, tout est inclus. Amérique du Nord aussi, d'ailleurs. Après, ça dépend du forfait qu'on a. Il faut se renseigner déjà auprès de son opérateur, je suppose, avant de partir. Puisqu'effectivement, il y a déjà beaucoup de destinations qui sont incluses. Mais quand on part dans des pays un petit peu exotiques, il faut vraiment regarder de très près. Ça peut vite sinon, on fait à l'ancienne avec une carte en papier. Ah oui. Tu envoies des cartes postales sur place et tout, pas de selfie. Voilà. Interrail, on n'a pas besoin de forfait vu que c'est l'Europe. En général, c'est compris dedans. Mais est-ce qu'il y a de la Wi-Fi dans les trains ?
Pas dans tous les trains. Et il y a beaucoup Dans de les trains. TGV français, oui, il y en a quand même. C'est vrai. Mais est-ce qu'il y aura encore vie, des je cas peux dire. Ouais. Non, mais ça dépend vraiment. Dans les trains grande vitesse, et les trains, oui, souvent oui, les trains plus rapides. Mais il y a aussi beaucoup de trains où il n'y a pas encore de Wi-Fi. Mais je pense que c'est un grand avantage, à mon avis, parce que comme ça, on a vraiment le temps de se ralentir et vraiment penser à rien, regarder ce qu'on peut voir dans le paysage. Parce que pourquoi on va toujours être online? Ça, c'est une question, et je pense qu'avec Interrail en général, slow travel, ça va aussi en vélo, bien sûr. On peut vraiment laisser le monde derrière toi. Et il faut qu'on fasse ça plus souvent, à mon avis. Oui, parce que c'est pas la destination d'arrivée et de départ qui compte, c'est tout le Exactement, voyage. c'est le C'est la voyage route, qui le compte. voyage. Oui. Et il y Le a voyage tellement fait de partie choses à voir. du voyage, je veux dire. Enfin, le trajet fait partie du voyage. Oui, Voilà. oui, Parce que c'est ça souvent, tout à fait. Les gens l'oublient, ça, effectivement. Et souvent, ils considèrent le trajet comme presque une contrainte, au Oui. final. Absolument. Le voyage à la destination, au parti de destination, oui. Et du côté des banques, du coup, Cécilia? Un plan pour payer moins cher les frais quand on paye à l'étranger? Alors, il y a des banques qui proposent des cartes bancaires gratuites. Plutôt avec, banque en ligne? Plutôt banque en ligne, majoritairement des banques en ligne d'ailleurs, on va pas se le cacher, mais qui proposent, donc il n'y aura pas tous les frais gratuits, mais par exemple, donc moi j'ai une carte qui me permet, il me semble, de faire tous les paiements par carte sans frais et 3 retraits. Donc ça aide quand même, C'est sûr. et ça peut faire des sacrées économies sur place. Hein. Oui, il y a souvent des banques en ligne, j'en ai une en tête, bon, on va pas citer le nom, où effectivement, quand tu payes, ça fait le taux de change en live et t'as pas de frais. Voilà. C'est ça. Cindy? Oui, moi j'ai ce genre, je savais pas qu'on pouvait pas citer les noms. Bon, on peut Sinon, en on en citer cite plusieurs, plusieurs. oui. Voilà, on peut en citer plusieurs. Je peux pas faire la Du pub coup, pour un. je sais que moi, là, j'ai Revolut, il y a N26 qui fonctionne pareil. Ce sont des cartes voilà, de crédit, mais on ne peut pas avoir de découvert, tout ça. Oui, et il faut c'est que ce relié soit à notre approvisionné. compte. Voilà, il faut que ce Ouais. soit approvisionné. Mais par contre, une fois sur place, il n'y a aucun frais. Il y a pas de... Enfin, le taux de change, il s'applique au Ouais, temps c'est ça. réel. Et en plus, tout est en instantané. Moi, je voyage qu'avec ça maintenant et c'est top, en fait. Clairement, effectivement. Frédéric? Tout pareil. Et retirer. Donc ça, faut l'avoir dans sa poche. Des banques type Revolut, type N26, et il y en a d'autres pour citer Oui. que ces deux-là. Ouais, c'est quand Clairement. même très pratique. Oui. C'est mieux que le cash. Moi, quand j'ai commencé à voyager, avant ces cartes-là, j'avais que du cash sur moi et c'est pas toujours. Alors, Ça allait être la question, retirer 600 € et faire le change à l'aéroport. dollars, même, souvent, tu c'est pas une bonne idée. Non. Alors, Oui, puis il y a des pays, ça fait beaucoup de billets en fait. c'est ça, ouais, en fonction des pays où tu vas, tu peux avoir des liasses de billets parce que c'est de la monnaie qui vaut pas grand chose chez eux. Et donc se balader avec des liasses qui font je sais pas combien de centimètres d'épaisseur, tu rigoles moins. Après, mais il y a- typiquement dans ce genre de pays, il y a peu de distributeurs aussi. C'est ça. Après, il y a aussi On des parlait pays de où- Safari et de Tanzanie, c'est le cas par exemple. Il y a aussi Très des peu pays où de il faut distributeurs. du cash sur soi parce que ils prennent pas tous la carte. Ouais, ça dépend vraiment des pays où on va. Faut bien se renseigner avant sur ça. Mais sinon, des banques, comme on l'a dit, la Revolut ou N26, c'est vraiment le bon plan, quoi. Faut pas utiliser sa carte de la banque française. Non. Voilà, sinon on est sûr de se faire assassiner en frais. Ça c'est pas le bon plan. On a une question de Paul qui nous dit est-ce qu'il y a des applications à connaître et à installer avant de partir sur le téléphone? Clémentine? Oui, je pense que c'est possible. Par exemple, moi, quand je partais en Thaïlande, il y avait des applications, par exemple, pour appeler des taxis qui étaient beaucoup moins chers sur place. Mais ça, je pense que c'est propre à vraiment chaque destination. Et oui, à voir sur chaque destination. Cécilia? Alors, je viens d'ouvrir, j'ai un dossier voyage carrément avec que des apps de voyage, donc comme ça, je vais saouler. Moi, j'utilise beaucoup pour les hôtels une appli qui s'appelle Hotel Tonight. Donc, on parlait de voyage improvisé tout à l'heure. C'est une appli, tu peux trouver en fait des logements pour le soir même sur des chambres d'hôtel qui sont pas encore réservées et du coup, ils font des grosses réductions. Donc ça, c'est pratique. J'utilise aussi Tricount, qui est assez pratique quand tu pars à plusieurs et qui permet de faire les comptes. D'accord. Et évidemment, on va parler de traducteur de voyage, enfin de langage, mais essentiel, quoi. Des applications, lesquelles? Des choses intégrées chez Google, par exemple? Il y en a ou il y en a d'autres? Non, je vois qu'en plateau, vous Moi, tiquez. j'aime pas trop bien. la Google Translate, Translate. là Moi, je Non. conseillerais plutôt Reverso. J'utilise ça et c'est très très bien Reverso pour Ouais. notre traducteur. Ok, très intéressant, effectivement, sur Après, ce plan. Google Oui. Translate, alors il me semble que c'est...
Ça coupe quand même un petit peu, Cécilia. Je ne suis pas sûre que ce soit Google Translate qui fait ça, mais je sais que j'ai découvert là. Une autre appli autre que Reverso, par exemple. Ouais. Ouais, moi j'ai DeepL, mais c'est sur Google, je ne sais pas s'il y a l'application encore. Une image avec du texte et qui... Oui. Ok, d'autres plans en plateau. C'est vrai que Cécilia, on a du mal, ça coupe pas mal au niveau de ta connexion. On en profite, il y a une question de Amel qui nous dit, avec les compagnies low cost, prendre une valise en cabine, ça revient de plus en plus cher maintenant. Alors comment voyager soit léger avec un petit sac à dos, ou alors ne pas payer les frais exorbitants? Peut-être prendre un terrail. Est-ce qu'on paye les valises? Voilà, non, dans le train. Non, voyager légèrement. Oui, bien sûr ça, mais aussi dans le train, oui, tu peux emmener n'importe quoi. Non, beaucoup de valises en tout cas. Il n'y a pas de restrictions. Il y a très peu de restrictions, je voudrais dire, mais moi je conseille quand même, ou je recommande quand même de voyager légèrement avec un sac à dos, ce que je fais toujours. Ouais. Oui, ça c'est beaucoup plus pratique. Clémentine? Mais c'est vrai qu'il y a des compagnies low cost. La semaine dernière, là, j'ai pris un billet et en fait, il n'y avait aucun bagage cabine, rien. Il n'y a que le sac à main. Tu payes plus cher le bagage que le billet d'avion, quoi. Ben, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, voilà, les sites, c'est vrai que pour payer les billets d'avion, c'est bien. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien dedans. Donc, il n'y a pas le repas, il n'y a pas le sac cabine, il n'y a pas le sac en soute. Et c'est vrai qu'à la fin, ça coûte beaucoup plus cher. Il faut juste le savoir et anticiper le truc, quoi, dans ce cas-là. C'est ça. Mais moi, je fais de la team, je voyage léger aussi. Donc, moi, je suis partie juste avec un sac à dos où ça allait très bien. Mais là, il n'y avait même pas le sac à dos. Ouais, pour ton aller-retour à 45 €. Oui, le transfert 40. Même pas le sac à dos. Et encore que j'ai payé. Mais moi aussi. Mais à la base, sinon, c'est que le petit sac à main. Sinon, il n'y a rien. Ouais, là, c'est un peu limite quand même. C'est sûr. Sur certaines compagnies low cost, aujourd'hui, ça convient presque de re-regarder combien coûte le bagage en soute, parce que sur certaines compagnies, maintenant, ça coûte pratiquement la même chose. La priorité, ou peu importe comme ils l'appellent en fonction des compagnies, ou le bagage en soute, ça devient un peu tricky, mais c'est le cas sur certaines compagnies, parce qu'en fait, ils se retrouvent avec beaucoup trop de monde maintenant qui paye pour sa valise cabine, puisque de toute façon, quand même très peu de gens effectivement qui partent sans, donc il y a trop de valises cabine en cabine, et donc ça coûte presque, en tout cas pas beaucoup plus cher de mettre une valise en soute et du coup de s'en débarrasser assez vite à l'aéroport. Donc après il y a la logistique pour la récupérer qui n'est pas toujours évidente, mais en réalité sur ces vols low cost en général, le temps qu'on arrive à sortir de l'avion, à prendre le bus qui nous ramène au terminal, la valise elle est arrivée. Donc c'est vrai que parfois ça peut valoir le coup de regarder en tout cas. Et on va finir sur une dernière astuce avant de parler pièges et problèmes, on va dire. On a une question de Tiffen qui nous demande des astuces pour éviter le jet lag. Ah, ça, est-ce que vous en avez au plateau? Allez, Frédéric. Bah, faut bien choisir son horaire ou, je sais pas, prendre des somnifères 24 heures sur 24. Non, bah, ça fait partie du voyage aussi. Non, moi, j'ai pas d'astuce pour ça, non. Cécilia? Ne pas dormir quand on arrive. Alors ça dépend dans quel sens. Oui, par exemple, quand on revient des États-Unis, il faut enchaîner, il faut continuer la journée et essayer de se caler dans le nouveau rythme, par exemple. Oui, il y a des sodas qui aident bien pour ça. C'est essentiel de se caler, que ce soit à l'arrivée ou au retour, de se caler dans le rythme de la destination où on arrive. Et c'est pas facile, mais il faut se forcer. Et généralement, en un jour ou deux, après, c'est reparti. Alors justement, l'avantage, Bart, c'est que toi, tu n'as pas ce problème avec le slow travel. En train tranquille, le jet lag, voilà, ça se décale tout doucement. Le train de nuit, ok, je dois dire que moi aussi, j'ai besoin de temps en temps d'un bon vin rouge pour m'endormir. Ah, c'est pas un soda, ça. Ah non, c'est pas un soda, ouais. Donc, non, mais ok, il n'y a pas de jet lag, oui, ça c'est clair. Il y a moins de jet lag en train quand même. Cindy? J'ai pas d'astuce non plus, je dirais. Ça fait partie du voyage. Voilà, c'est ça. Comme dit Frédéric. Ok, et ben effectivement, comme tu l'as dit, Mylène, on va se retrouver tout simplement dans quelques secondes et on va parler un petit peu des pièges dans les voyages. Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook Faut qu'on en parle, ainsi que sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75. 07 839 839 75. Et oui, malheureusement, comme dans pas mal de domaines, il existe aussi des pièges. Alors, comment repérer les arnaques et quelles sont-elles, en fait, tout simplement? Il y en a plein, il y en a tellement, c'est pour ça, en fait. Alors, si on veut parler d'arnaque avant la réservation, je dirais effectivement alors, si on veut parler effectivement avant de partir, pas forcément déjà, sur place. Déjà, on va prendre les choses dans l'ordre.
faire attention effectivement aux sites sur lesquels on réserve. Il y a énormément de sites et suffisamment de sites pour pouvoir effectivement se référer à ceux qui sont les plus fiables. Il y a évidemment, alors à prendre avec énormément de pincettes, mais malgré tout, taper avis ou review avec le nom du site internet. Alors je dis avec beaucoup de pincettes parce que malheureusement, nous je sais que quand on choisit un hôtel, c'est pareil, on regarde les commentaires laissés par les gens. Malheureusement, le problème c'est que souvent on laisse les commentaires négatifs. On a quand même beaucoup plus de mal à laisser les commentaires positifs. Donc Ça, c'est vrai dans on tous se les retrouve domaines. avec tout un tas de mauvaises expériences et on a du mal à savoir du coup s'il y a que ça ou si finalement c'est des mauvaises expériences parmi d'autres. Mais malgré tout, de lire effectivement au moins certains avis sur les sites de réservation avant d'effectuer la réservation. Alors, sur les sites qu'on connaîtrait pas, par exemple. Exactement. Voilà. Parce qu'après, il y a des gens qui ont été arnaqués, par exemple, sur des sites de vente. Enfin, voilà, des sites français qu'on connaît très bien. Voilà, on peut mettre des articles, etc. Bon, je vais pas les citer là. Mais voilà, il y a des appartements à louer par des particuliers et où les gens sont tombés sur des arnaques. C'est ça, effectivement, quand on s'adresse à des particuliers, faire attention. C'est toujours, et même parfois, c'est vrai que certaines personnes prennent une annulation Airbnb pour une arnaque. Alors oui, c'est sûr que ça fait pas plaisir quand on s'est fait annuler. Ouais, mais normalement sur Airbnb, c'est censé pas arriver ce genre de choses. Normalement, non. Alors effectivement, mais bon, ça arrive parfois qu'on annule une réservation. Les commentaires, souvent, quand ils sont négatifs, c'est dû à une annulation. Mais c'est sûr que on s'adresse quand même à des particuliers sur ce genre de plateforme et du coup, c'est vrai. Oui, ils peuvent changer d'avis. Voilà, c'est pas un hôtel, quoi. Cindy, tu voulais préciser quelque chose ? Oui, ça m'est déjà arrivé justement sur Airbnb qu'on m'annule le logement 2 jours avant de partir. Donc après, on se retrouve qu'avec des logements un peu hors de prix. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais moi, ce que je fais surtout, c'est comme disait Marion, je regarde les commentaires surtout. Essayer de voir vraiment les notes que les gens laissent, et c'est ça le plus fiable, je trouve, pour moi. À partir du moment où il y a des mauvais commentaires, bon après ça dépend parce qu'il y a des commentaires des gens qui disent il manquait 4 fourchettes, bon ça c'est pas très grave, mais après vraiment prendre le temps. C'est sûr que s'il y a des commentaires style c'est insalubre, les oui, photos reflètent pas la réalité. Prendre le temps de lire les commentaires en fait, et c'est important pour pas des fois les photos correspondent pas du tout à la réalité, donc il faut faire attention à ça. Clémentine, comment on repère les frais cachés par exemple sur un site internet ? Les frais cachés, c'est-à-dire quand on réserve un voyage, il y a un prix d'appel, on va dire, et puis finalement, à la fin, l'édition, elle monte. Eh ben oui, mais moi, souvent, c'est ça. Hein. Parce que moi, quand je pars en voyage, au final, je me dis à chaque fois, je vais profiter au maximum, et du coup, je profite au maximum, et du coup, je fais vraiment tout ce qu'il y a sur place. Donc, moi, voyager pas cher, je connais pas encore. Donc, les prix montent, en fait. Oui, voilà, c'est ça. À chaque fois, je me dis, je vais pas revenir demain, donc allons-y, on va le faire, et voilà. Après, il faut savoir que pour l'hébergement, en Europe, il y a toujours la taxe d'habitation. La taxe de séjour. La taxe de séjour, oui, pas la taxe d'habitation. La taxe de séjour qui est en supplément. C'est 1 euro et quelques par personne, par nuit. Et ça, ça dépend des villes, des endroits. Ah oui, j'ai déjà vu des taxes de séjour à 10 euros. Ah bon? Ah oui. Il y a des frais de ménage aussi à 50 oui, euros quand on réserve. On se dit, c'est pas cher, sympa, et puis on veut pour payer, et là, ça a doublé parce que. Il faut regarder, oui, justement, ces frais-là, mais la taxe de séjour, elle est en Europe, en tout cas, un peu partout. Il faut la prendre en compte en plus, par personne, par nuit. Affiché. Voilà, c'est par personne et par nuit, tout à fait. Par contre, faut pas avoir peur de négocier. Moi, sur Airbnb, je négocie toujours les tarifs, surtout sur les longs séjours. Ah oui, tu peux négocier en direct avec le vendeur. Oui. Vous pouvez avoir 30, même 50%, j'ai déjà eu. Sur des périodes où il loue pas, c'est facile. Il faut tenter en fait. Ça coûte rien de tenter une négo sur Airbnb. Oui, ça pour le coup, tenter, ça coûte rien. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui osent pas le faire. Ils se disent tiens, c'est des prix qui sont fixés par le site, Voilà, parce qu'en fait, on n'est pas dans cette culture en fait en France de négocier. On parlait tout à l'heure de Marrakech, là-bas, si tu négocies pas, t'es mort. J'ai du mal, mais je suis arrivée un petit peu, mais pas beaucoup. Pour avoir fait quelques brocantes en France, si les gens négocient quand même. Dans les brocantes, uniquement. Mais sinon, partout où tu as les prix affichés, tu négocies pas trop. Non. C'est pas notre façon de faire habituellement. Et oui, on a aussi une question de Paul qui nous dit vol retardé ou annulé. Comment être remboursé ou même indemnisé ? Donc il y a Paul qui nous l'a posé, mais il y a aussi Marlène. Enfin, on a vraiment eu beaucoup de réactions avec cette question-là. Cindy ? Qui se lance, Cindy. Ouais. Il faut pas lâcher l'affaire, quoi. C'est surtout ça. Auprès de qui ? De la compagnie ? De la compagnie. En fait, ça dépend de la cause de l'annulation du vol, ça dépend de beaucoup de choses. Faut bien se renseigner. Faut voir aussi avec nos assurances. On a parfois des assurances juste avec notre carte bancaire qui peuvent couvrir les frais d'annulation.
Après, voir quelle était la cause, en parler avec la compagnie, savoir si elle rembourse directement ou s'il y a des choses à faire. Je sais qu'il y a un site volretardé.fr ou .com, quelque chose comme ça aussi, qui aide à toutes ces démarches et qui va relancer les compagnies pour nous. Voilà. Frédéric ? Oui, il y a des services en ligne effectivement qui aident à récupérer son argent, mais ils se prennent une com, faut pas oublier. Après, il y a des lois, et après, il faut aussi choisir les bonnes compagnies. Moi, alors, je sais pas si je peux citer. Oui, moi je voyage qu'avec Air France par exemple, et à chaque fois que j'ai eu un vol annulé, ça a été remboursé, même des fois au double. Il faut regarder refaire un voyage gratos derrière. Donc, je l'ai fait aussi. Voilà, il faut vraiment regarder la qualité de la compagnie. Il faut espérer des fois que ça soit annulé pour pouvoir repartir, c'est ça? Ah oui, complètement. Ouais, mais en général, quand on prend des compagnies sérieuses, c'est rarement annulé. Ah non, ça arrive. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Du coup, on leur a fait de la pub, mais c'est vrai qu'il y a aussi des grèves, ça arrive. Donc là, pour le coup, voilà, on est sympa, puis après on casse un peu. Mais c'est vrai, en même temps, il faut dire la vérité. Il y a Cécilia, je crois, qui voulait réagir. Non, c'est moi, Marion, qui disait qu'après, ça dépend des expériences. Effectivement, moi, à l'inverse, c'est avec Air France où ça a été le plus compliqué, où je n'ai jamais réussi à me faire rembourser. Donc, comme quoi, ça dépend des... Oui, mais c'était pas un vrai Air France, en fait. C'était un autocollant sur l'avion. C'était une copie chinoise, c'était un truc un peu... un fake. Par contre, un conseil par rapport à ça, c'est que moi, je regarde sur les comparateurs de vol les tarifs, tout ça, mais après, je réserve directement chez la compagnie aérienne parce que justement, pour ces problèmes-là, c'est plus simple de... Oui, parce que sur les comparateurs, tu n'es pas sûr de partir avec la compagnie aérienne qui est indiquée. Oui. Et si par exemple, pas de chance, on a loupé l'avion, comment on fait? Comment ça se passe? Alors ça, on prend le suivant. Ça, c'est une bonne question. Et on nous l'a beaucoup posé, c'est vrai. Les gens ont peur de louper l'avion. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que je partais avec un ami, on passait par Manchester. Évidemment, il fait plus partie de l'Union européenne, il n'avait pas de passeport. Donc, on s'est rendu compte le soir d'avant qu'on ne pouvait pas partir. Et du coup, j'ai regardé d'autres vols et il y en avait un de Toulouse qui était beaucoup moins cher. Et sachant que j'ai vécu un peu à Toulouse, je suis allée me faire loger à Toulouse gratuitement et je suis partie du coup aux Canaries de Toulouse. Mais... Après, je pense qu'il faut le prendre comme aussi son destin en disant voilà, c'est comme ça et il faut essayer de trouver des solutions les moins chères possibles et faire avec ce qu'on peut sur le moment. Alors moi, j'ai une astuce, mais je la vends très cher. Ah. Tu veux pas la partager Si, bien sûr. On est contre nous, là, voilà. Personne nous écoute. Alors, si on est entre nous. En fait, il faut aller voir les autres compagnies qui partent dans la même direction, évidemment, si on veut pas changer sa destination. Et on leur demande si c'est possible de prendre la place de quelqu'un qui rate son avion. Et moi, je l'ai déjà fait avec la British Airlines. Et en fait, on m'a offert une place comme ça. On m'a dit, OK, vous attendez là. Si quelqu'un ne vient pas au dernier moment, vous pouvez prendre sa place. Ah, mais directement dans l'aéroport, du coup. Oui, vous trouvez la bonne personne qui veut bien vous aider, mais tu y vas comme ça en pleurant. Oh, je suis désolé, je dois rentrer. C'est énorme. OK, et on attend devant l'embarquement, là, voir s'il je crois que c'est mort, s'ils ont entendu l'émission, maintenant c'est foutu. Mais effectivement, ça marche. Ouais, et ça marche. Oui, parce que la place est payée de toute façon. Oui, ils s'en fichent. Ouais. Et ça reste vous avez votre billet. Bon, par contre, tu peux attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours à l'aéroport avant d'avoir le vol ou le mec il a ça m'est arrivé deux fois j'ai eu cette chance-là. 2 fois quand même. Et t'as attendu combien de temps? Avec la British Airways, ça a marché à chaque fois avec eux. Il faut faire quoi, un croche-patte du coup à l'autre personne pour pas qu'elle prenne l'avion? Mais comment? Non, mais t'as toujours des gens qui le louent. En fait, apparemment, ça arrive tout le temps. Ok, oui, ou même des personnes qui se présentent pas. Et c'est vrai que souvent, au dernier moment, ils t'appellent monsieur, madame, machin, bidule. Non, effectivement. D'accord, donc British Airways, ça marche. Ne pas mettre ce bon plan sur votre site bon plan. Je garde pour moi celui-là. Mais curiosité, du coup, ils t'ont ajouté sur la liste de passagers de quelle manière? Parce que j'imagine que par contre, tu peux pas voler sous le nom de quelqu'un d'autre à ce moment-là. Non, ils m'ont enregistré à la place de l'autre personne. D'accord. Ils ont changé le nom et tout. Et même sur ça, il n'y a pas de frais? Ah non, parce qu'en fait, moi, j'avais payé avec une autre compagnie, c'était Air France pour le coup. Et la British Airways, non, mais il y a une personne qui a payé aussi le billet, donc on va juste changer en fait la personne qui voyage et c'est bon. Alors après, est-ce que ça marche avec toutes les compagnies? Je sais pas. Est-ce que j'ai eu de la chance? Je sais pas. 2 fois quand même. Oui, 2 fois. Mais avec la même compagnie. Jamais 203. Je vais retenter le coup quand même. Ouais, ça veut dire que ça fait 3 fois que tu loupes l'avion là. C'est pas drôle. Clémentine? Alors moi, du coup, j'ai une amie qui connaît une hôtesse de l'air, qui part souvent comme ça, et en fait, elle se pointe à l'avion, et s'il y a des gens qui viennent pas, elle monte. Et sinon, elle ne monte pas. Et donc, elle sait que dans les 2-3 jours, souvent, elle va partir. Mais ils sont souvent plusieurs à attendre. Donc, comme quoi, il y a forcément des gens qui ne vont pas venir à un moment donné.
Bon, bah, ce week-end, je prends mon sac de couchage et je vais à l'aéroport, j'attends. Alors là, pour le coup, faut être vraiment très flexible sur tes dates. Hein. Oui. C'est plus de la flexibilité, quoi. Faut camper à l'aéroport pour partir. Puis après, tu vas dans une destination, tu sais pas trop où, mais c'est pas grave. T'arrives en doudoune, il fait 40 degrés. C'est ça. T'as pas prévu le coup. Ouais. Non, mais c'est clair, effectivement. Donc, autre mauvaise nouvelle, par exemple, qui arrive un petit peu quand même régulièrement quand on a plusieurs escales, les valises perdues. Hein. Comment on fait ça? Frédéric, ça t'est arrivé ça? Oui, aussi mais ça c'est cool. Comment ça, C'est cool parce que quand on a une assurance, on reçoit un petit chèque et du coup on refait sa garde-robe. Ça dépend ce que t'as dedans. Le chèque, il est à la Ah, mais hauteur moi je pars toujours avec des valises vides justement. Ça c'est pas mal. Enfin, payer, enregistrer tes valises. Ça c'est pas un bon plan quand même. Donc c'est comme ça qu'on s'auto-finance les voyages, d'accord? Ah, il y a plein de plans comme ça. Oh, la technique. Mais tu payes quand même l'enregistrement des bagages, c'est ça qui est pas cool. Oui, quoi. non, mais je plaisante. Mais Je me doute. Mais effectivement, C'est je pense que l'assurance, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 300 € quand même. Donc ça permet de pouvoir se rhabiller et d'acheter le nécessaire pour continuer à voyager. Ouais. Cécilia, une astuce? Moi, j'ai jamais perdu mes bagages. C'est déjà arrivé qu'il y ait du retard et que du coup, je les attende plusieurs jours et c'est compliqué parce que toi, tu pars en pilou-pilou et t'arrives, il faut un maillot de bain et t'as pas ton maillot de bain. Mais pourtant, j'avais essayé de négocier un chèque, comme tu dis, mais ça n'est jamais arrivé. Je dois être beaucoup moins douée en négociation que toi. En tout cas, non, j'ai jamais rien eu de ce côté-là. On me refuse rien. De savoir s'y prendre, effectivement. Cindy, ça t'est arrivé, toi? Alors, bagages perdus, non. Pareil, bagages retardés, oui. Après, ils nous les livrent directement à la maison quelques jours après, donc ça va. Juste, petit conseil, il faut prendre les affaires importantes déjà dans son sac à dos qu'on garde avec soi. Tout ce qui est matériel, un peu, si on fait de la photo, ordinateur ou quoi. Ouais. Et puis, 2-3 sous-vêtements de rechange au cas où, justement. Voilà, juste la base dans son bagage à main. Astuces, ouais. Et c'est souvent la bête noire des touristes. Il s'agit des voitures de location. Comment être sûr qu'on ne va pas me demander plus quand je la récupère, que je ne vais pas devoir payer une caution ou autre assurance? Comment faire pour payer une voiture pas trop chère? Cindy? C'est vrai que dans beaucoup d'agences de location, surtout quand on parle pas la langue en fait, ils vont faire exprès de nous parler vite et d'embrouiller les gens pour dire à la fin vous devez ajouter ça à payer. Moi je dis tout le temps non. Voilà, je dis tout le temps non et ça passe. Non. Voilà. Et ça passe à la fin. Ok. Une astuce pour s'autofinancer la voiture, Frédéric? Alors. Non, ça j'ai pas. Mais j'ai vraiment cru qu'il allait nous en sortir. Oui, moi aussi, je suis déçue. Si. Après, on peut très bien trouver un sponsor qui vous loue la voiture à votre place. Oui, mais après, voilà, il faut pouvoir donner autre chose. Je veux dire, ça va marcher avec nous parce qu'on est blogueurs, mais quelqu'un de lambda va pas dire tu me prêtes une voiture puis je fais une pub pour toi. Ouais, mais où? Non, mais c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Voilà. Donc ça, c'est la partie influenceur. On va aider les voilà, il y a quand même quelques avantages. Voilà. Eh bien, on se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Vous êtes bien dans Faut qu'on en parle sur votre radio, effectivement, dans l'émission Partons à la découverte du monde, clairement. Ça peut arriver aussi, on est dans les problèmes, de tomber malade en voyage. Qu'est-ce qui se passe? Que faire si on tombe malade pendant des vacances à l'étranger? En fonction des pays, ça peut être plus ou moins flippant. Ça sent... Il y a du vécu là en plateau ou pas? Moi, je pars toujours avec ma trousse de pharmacie, donc voilà. Ça, je pense que c'est super important pour les petites coupures, même couverture de survie parce que je fais souvent de la rando. Enfin, moi, j'ai toujours mon minimum syndical sur moi et je sais que. Donc le minimum, c'est quoi? Le minimum, c'est, je sais pas, une plaie, un désinfectant, une couverture de survie, un Doliprane. Ouais. Voilà. Ce mec-là, si on part au Maghreb aussi, sait-on jamais. Oui, des choses un peu comme ça, effectivement, parce que ça dépend des pays sur lesquels on tombe. Effectivement, en Afrique, ça peut être très douteux et on va pas aller dans la pharmacie du coin. Et encore, quand même, la pharmacie existe. Cindy, ça t'est arrivé, toi? De tomber malade? Je suis jamais tombée gravement malade, encore heureux, dans mes voyages. Juste attraper la grippe. Quand même. Le rhume, pas la grippe quand même. Mais
Non, après, des astuces locales aussi. C'était en Inde, par exemple, ils me disaient de boire du citron avec du curcuma et je sais plus quoi, et de faire ça 3 fois par jour. Et ça m'a coûté rien du tout. Ouais, et ça m'a va. soigné. Mais sinon, non, j'ai pas d'astuces. Pareil, la trousse à pharmacie, un petit peu à prendre avec soi. Et puis se renseigner aussi sur les destinations avant. Par exemple, les destinations, il y a beaucoup de moustiques, tout ça. Faut regarder les vaccins. On parlait tout à l'heure d'Afrique et de Tanzanie, tout safari. ça. Il y a des médicaments à prendre aussi. Écoutez ces médecins. Hein. Et du côté d'Interrail, si on tombe malade pendant la durée du pass, comment ça se passe ? Est-ce que c'est flexible ? Est-ce qu'on peut décaler après le pass ou c'est mort. Ou tant pis. Ouais, si tu as un pass flexible avec 4 ou 7 jours dans un mois, on peut attendre, hein, mais si tu as le pass de 2 mois, ouais, il faut se guérir. C'est-à-dire qu'avec ton pass flexible, tu choisis les jours où tu l'utilises. Oui, tu avec le pass l'actives. flexible, oui. Tu peux choisir 4 jours, 5 jours dans un mois, dans 30 jours. C'est donc pas, par exemple, je le prends du 5 au 10 et c'est figé. Non, c'est je veux le 5, le 6, puis finalement le 22 et le 30. Le 30. D'accord. Tu peux facilement tomber malade. Ouais, c'est sûr. Et ça s'active après tout simplement sur le site, sur Interrail. Dans l'app. On a le l'app, Planner je l'utilise tel jour. Oui, le pass sur ton portable, oui. Très bien, ça. Est-ce que quand je voyage, je peux être assuré par ma carte vitale ? C'est une question de Salim. Française, normalement, non. Non, après, il y a la carte vitale européenne. Européenne, oui. Ouais, mais qu'en Europe. Oui, qu'en Europe. Et puis, je crois que ça couvre pas grand-chose comme frais. Non, il vaut mieux prendre une assurance, en fait. Hein. Ah, parce que justement, on allait y venir, effectivement. Et pas l'assurance de la carte, qui sert pas à grand-chose, en fait. C'est quel type d'assurance qu'il faut prendre dans ce cas-là ? C'est vraiment une assurance pour le voyage et la destination que vous allez prendre, ouais. Un truc vraiment spécifique, ça, faut les prendre. Oui, et puis ça coûte pas cher, donc faut pas s'en priver, oui. Ouais, parce que si jamais on est là-bas, il faut se faire rapatrier ou machin, là, ça coûte tout de suite une blinde. Oui, alors après, les cartes premiers, ça prend en compte certaines choses, mais pas tout. Voilà, pour une anecdote, par exemple, à Cuba, on nous a pas aidés. Un de nous était malade, vous êtes à Cuba, on peut pas vous aider. Alors que si on prend une assurance vraiment spécifique, là, oui, je pense qu'on peut vraiment avoir une aide. En tout cas, moi, c'est ce que je fais maintenant. Ça vous partagez ta vie en plateau, Clémentine, Cindy? Moi, j'ai jamais pris d'assurance. Tu voyages risqué? Je me dis, je me serais malade, mais bon, après, ça peut arriver. Mais c'est vrai que c'est une bonne astuce. Du coup, si en plus, ça coûte pas cher, parce qu'il y a des fois où, en partant, on se dit souvent, je vais prendre des assurances pour tout, mais au final, si on prend des assurances pour tout, ça double les frais du voyage. Alors que si ça, déjà, c'est abordable, ça peut se faire. Sur le budget vacances, non, c'est vraiment pas cher. Parfait. Cindy, pareil. Moi, je suis d'accord. Il vaut mieux prendre une assurance voyage. Après, je le fais pas forcément, mais je voyage risqué aussi. Et les assurances voyage normalement couvrent très bien les frais en cas de maladie. Et si je me suis mal renseignée et que j'ai pas fait toutes les procédures administratives avant de partir, comment on peut rattraper ça ? Est-ce que, par exemple, voyage pirate, on évite les mauvaises surprises avec vous ? Est-ce que c'est indiqué, par exemple, quand on réserve ? C'est pas forcément indiqué, non, effectivement. Nous, on conseille toujours aux gens de se référer aux administrations compétentes pour savoir quoi faire avant de partir, aussi pour la simple et bonne raison que nous, finalement, on a un site internet, on ne voit pas à qui on s'adresse, on ne sait pas la personne, quel passeport elle a entre les mains, et du coup, la formalité pour une personne avec un passeport français et pour un passeport étranger n'est pas la même, évidemment. Donc, vous savez pour éviter de donner de faux conseils, on conseille toujours, de fausses informations, on conseille toujours aux gens de se référer aux administrations compétentes. Il y a aussi tout un tas de sites internet, France Diplomatie par exemple, qui est le site du ministère des Affaires étrangères et la source la plus fiable d'informations pour savoir comment on entre sur le territoire, quelles sont les formalités à remplir avant de partir. Donc nous, en général, on redirige les gens vers ce site qui est finalement très fiable et mis à jour surtout très régulièrement. Et du côté de Interrail, ça se passe comment, Bart ? Enfin, il n'y a pas beaucoup de procédures à faire en Europe, mais est-ce que s'il y en a, c'est indiqué ? Des procédures administratives ? Administratives, non. En Europe, tout est... Oui. Ouais. Il y a pour Londres, par exemple, on peut partir comme ça en train ? Donc oui, Londres, c'est bien sûr différent parce que maintenant, on a osé... Moi, j'avais oublié, j'étais en chemin de Berlin à Londres et j'étais aux Pays-Bas pour voir mes parents et j'avais oublié mon passeport parce que ça a changé, bien sûr. Et oui, maintenant que c'est plus l'Europe, oui. Donc oui, c'est plus... Oui, et maintenant, on a besoin d'un passeport, mais pour les autres, oui, ce sont les règles normaux
qu'on a besoin d'une pièce d'identité ou passeport, oui. Alors justement, on parle pièce d'identité. Qu'est-ce qui se passe? On peut se faire voler nos papiers à l'étranger? Bon, ça vous est déjà arrivé ou pas, vous, ici? Non, ouf. Oui. Si, Cindy. Alors, c'était pas un vol, mais j'ai perdu ma carte d'identité à Londres, justement. Ouais. Du temps où il n'y avait pas encore le Brexit. Il n'y avait pas besoin du Donc, parce que passeport. j'étais partie juste avec ma carte d'identité, justement. Et ben, je vois que je la retrouve pas. Je demande partout à l'auberge où j'étais. J'ai fait tous les endroits où j'ai été la veille et demandé dans les transports, les objets trouvés, tout. Et donc, il n'y a pas de carte d'identité à mon nom. Et donc, je repartais 2 jours après. Donc, ma dernière journée, j'ai dû la passer à l'ambassade de France, à Londres, pour refaire ma carte d'identité. Avant, faire une déclaration au commissariat de police de Londres. Mais les Anglais sont très sympas, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont expliqué tout ce que je devais faire petit à petit. Oui, ça va, parce où que t'es était le tombé dans un commissariat. pays, voilà, on va dire... Oui. Facile. C'est oui, ça. Ça aurait été dans un pays un peu Ils chaud. m'ont bien aidé. Et puis, du coup, à l'ambassade, ils m'ont donné un papier pour que je puisse rentrer en France. Et donc, ma carte d'identité, je l'ai reçue chez moi plus tard. Eh bien, voilà, c'est parfait tout ça pour clore cette partie. On est dans les problèmes, on va essayer de passer dans des trucs un petit peu plus sympas, non, Mylène? Mais Allez, on bien se retrouve sûr. dans quelques secondes et on attaque la seconde partie de l'émission. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Faut qu'on en parle, seconde partie. Et oui, comment faire les plus belles photos de vacances? Comment voyager de manière responsable? Nous allons maintenant aborder toutes vos questions avec nos invités. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, peux-tu nous dire combien y a-t-il aujourd'hui d'influenceurs en France? Influenceurs voyage, il n'y a pas vraiment de chiffre précis, effectivement, sur le nombre d'influenceurs voyage. Le nombre d'influenceurs voyage en France est en constante évolution, car de plus en plus de personnes se lancent, ou tentent en tout cas de se lancer dans cette activité. Avec tous les réseaux sociaux, on peut voir aujourd'hui, les followers aiment les contenus qui servent à partager des expériences vécues par ces personnes-là, des recommandations et des conseils. En influenceurs très 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 connus, on peut par exemple citer Bruno Maltor, Alex Viseo, Elsa Muse, Les Aventures de Léo par exemple. Il y en a vraiment vraiment beaucoup d'autres. Et du côté des pollutions, parce que l'écologie aujourd'hui on en parle beaucoup, quelle pollution provoque les voyages? Oui, alors ça c'est un vaste débat, c'est pas simple. Les voyages peuvent avoir évidemment un impact important sur l'environnement. On peut noter la pollution évidemment, on pense tout de suite aux avions, ça c'est une évidence, les voitures, les bateaux, etc. qui émettent les gaz à effet de serre. La pollution de l'eau évidemment avec les bateaux de croisière, les navires de transport, tout ça. La pollution des sols, enfin bref, on va pas dresser un tableau très noir quand même, il n'y a pas que du mauvais dans les voyages. Et oui, voyager certes, mais voyager mieux et faire confiance aux influenceurs, c'est ce que vous voyez beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est dans vos priorités. Voici quelques-unes de vos réactions. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Hubert qui nous a laissé ça sur notre répondeur de Chambord. Je suis beaucoup d'influenceurs voyage et ça me fait rêver. J'adore prendre des photos, mais elles sont jamais très belles. Hâte d'écouter les conseils des professionnels. Pierre de Cannes, je suis écolo, donc je ne voyage plus, vous détruisez la planète avec ces nouvelles lubies. Alors, je n'ai jamais voyagé. Par quel style de voyage commencer? Est-ce qu'il faut plutôt commencer par un court ou un long séjour? Peut-être Marion? Alors ça, je dirais que c'est très personnel finalement. Ça va dépendre de ce que la personne cherche aussi et de plein de choses. Moi, je dirais que peut-être oui, partir d'abord à court pour voir comment on s'en sort, c'est bien. Aussi parce que finalement, voyager, ça implique plein de choses. Ça implique en général aussi, par exemple, de devoir communiquer dans une langue étrangère, ce genre de choses. Donc voir comment finalement on se retrouve quand on est dans ce genre de situation, voir si on arrive à aller vers les autres, aussi si on voyage seul, ce genre de choses. Mais c'est très personnel finalement, le voyage qu'on prévoit, je dirais. Clémentine, ton avis sur le sujet? Personnel dans le sens où moi, par exemple, j'ai jamais voyagé seule encore et c'est un truc qu'il faut que j'essaie, mais j'ai un peu du mal. Et voyager non organisé, j'ai du mal encore. Mais voilà. Pas trop aventurière alors sur les voyages? Si, mais j'ai jamais eu l'occasion de voyager seule. Donc, il faut que je dise aux gens, ne venez pas avec moi, je vais partir seule. Mais il faut arriver aussi à dire, je pourrais partager ça avec une amie. Et non, je veux apprendre toute seule comment faire.
l'occasion, elle se prend en fait. Ouais, Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Cindy, toi, tu pars seul comme ça? Oui, Ouais. ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ben, moi, j'adore le voyage solo, en fait. Et on n'est jamais vraiment seul. On fait beaucoup de rencontres sur place. Et c'est ça que j'aime dans le voyage aussi, rencontrer les gens, les locaux. Et on parle beaucoup plus. Bon, après, il y a Partager leur culture. Oui. Alors, tu parles anglais, je suppose. Oui, je parle plusieurs langues. Donc, ça facilite, effectivement. Donc, j'ai pas trop de problèmes de communication dans beaucoup de pays. Donc, c'est vrai que partir avec une base d'anglais, c'est quand même... C'est la base. La base, clairement. Ça facilite beaucoup quand même. Si on aime l'aventure, les sensations fortes, ou alors plutôt le calme, quelle destination privilégier, Cécilia, pour l'aventure d'abord? Ça va vraiment être propre à chacun. On va pas tous avoir la même notion du mot aventure. Après, je pense que l'aventure peut vraiment être à côté en France si tu vas, je sais pas, dans les gorges du Verdon où tu peux trouver ton lot d'aventure, comme si tu vas faire des cascades au fin fond de la campagne à Bali ou j'en sais rien. Mais c'est vraiment propre à chacun et très personnel. Et du côté des temps calmes, même si c'est aussi, j'imagine, propre à chacun, est-ce qu'il y a quand même des destinations phares? Sur les temps calmes, je réfléchis. Je pense qu'il y a des destinations où, bon, même s'il y a toujours des choses un peu à voir, mais c'est vrai qu'il y a des destinations où, perso, je ne suis jamais allée, mais peut-être que certains y sont déjà allés. Je pense à Punta Cana, par exemple, où je n'y suis jamais allée parce que c'est vraiment farniente. Il y a rien qui t'attire là-dedans, oui. T'as pas envie de lézarder au soleil sur une plage, en gros. C'est personnel. Je sais pas que ça m'attire ou que ça m'attire pas, mais c'est vraiment, si on cherche de la détente, je pense que c'est ce genre de destination-là où vraiment on va trouver son lot de détente. République dominicaine, par exemple, des destinations comme ça, dans le même style. Oui, voilà. Ouais. Cindy? Moi, je pense que chaque destination, il y a des choses à découvrir, en fait. Donc, ça dépend de ce que chacun veut. S'il y a des personnes qui veulent juste faire bronzette sur la plage, ben, elles peuvent faire ça. Mais ça ne veut pas dire que dans ces endroits-là, il n'y a pas d'autres choses très belles à découvrir. Et du côté des destinations les moins chères et les plus fréquentées de ces dernières années, est-ce que Marion, tu peux nous dresser un petit tableau? Oui, c'est très saisonnalisé évidemment les destinations puisque ça dépend du moment de l'année où on veut partir. Actuellement, si on regarde les mois qui arrivent, pour partir pas trop cher au soleil potentiellement, on a la Tunisie, Malte par exemple, la Croatie, les Baléares. Après, il y a aussi des destinations finalement qui commencent à monter, qui sont des alternatives à certaines destinations qui coûtent de plus en plus cher. La Croatie, il y a quelques années, ça coûtait vraiment pas cher. Aujourd'hui, ça commence à coûter de plus en plus cher. Mais c'est un pays qui vient de rentrer en euros, la Croatie, depuis janvier. Ça risque de tirer les prix à la hausse, peut-être, je sais pas. Oui, ça aide pas certainement. Mais à l'inverse, du coup, si on part au Monténégro, qui est pas loin, ou même en Albanie, la destination de cette année qui est absolument pas chère encore et qu'on commence à voir, c'est l'Albanie, par exemple. Voilà, on a des destinations qui s'ajoutent tous les ans à ces destinations qui sont déjà très mainstream finalement. Et le top 5 des destinations pas chères pour un week-end en Europe, peut-être on peut demander à Bart. Il paye plus rien, lui, Bart. C'est open bar dans son pass Interrail. Oui, mais le top 5 des destinations européennes à faire. Le top 5 de des pays où on peut se loger, par exemple, pas cher. Pour notre voyageur avec le pass Interrail, l'année dernière, 2022, le top 3 des pays étaient Allemagne, Italie et Suisse. Donc vraiment à côté, en plus, on a de la chance. Donc oui, c'est pas loin. Ouais. Et point de vue autre, on va dire avion, etc. Cindy, un top 5 des destinations à faire pour un week-end? Un week-end, je sais pas. Mais je suis un peu d'accord avec Marion, ce qu'elle a dit, que la Croatie, par exemple, ça devient très touristique. Et à côté, l'Albanie, Monténégro, c'est des bonnes destinations à découvrir. Je sais que moi, je suis allée à Chypre aussi. C'est une destination qui monte parce que c'était très peu connu. Et ça reste encore très peu cher, mais c'est en train de bien monter. Clémentine? Moi, je dirais les îles, on va dire aux alentours, si on veut vraiment, ou les pays. Enfin, moi, après l'Europe, j'avais fait beaucoup quand j'étais jeune, donc je pars plus dans les îles comme les îles Canaries, Malte, la Corse, la Sardaigne. Mais après, il y a pas mal de destinations à faire aussi autour. Hein. Frédéric? Oui, il faudra. Oui, les îles, c'est vrai. À part l'île de France, évidemment, mais. C'est pas le même type de trip là. Oui. Après, il y a des choses. C'est l'aventure dans le métro, par contre.
Ah oui, ça peut être sympa, effectivement. Sinon, justement, en parlant d'aventure, aventure au confort, qu'est-ce qui est le moins cher, clairement que recherchent les gens? Alors, on l'a dit, c'est un peu personnel. Mais partir à l'aventure, ça coûte moins cher que d'être dans un petit confort, dire, je vais reprendre mon petit hôtel, mon machin. Non? Oui? Clairement, l'aventure, ça coûte moins cher, je pense. Oui. Marion, même avis? Oui, évidemment, effectivement, quand on part à l'aventure, qu'on accepte de dormir dans des hôtels moins haut de gamme ou même des auberges de jeunesse, parfois, finalement, ça coûte nettement moins cher. On s'immerge un peu plus dans la vie Et en locale, plus, quoi. Voilà. Exactement. Donc c'est un double avantage. Et pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur petite bête chérie, leurs petits animaux, comment on peut voyager avec son chien, son chat? Dans les trains, c'est possible, Bart? Oui, dans certains trains, oui, mais pas partout. Donc ça, c'est aussi différent pour chaque pays. Donc un chien, il peut pas avoir un pass Interrail. Mais le chat, oui, ça Ils payent pas. Déjà, les enfants, ils payent pas, on l'a dit. Les enfants payent pas, mais alors les chiens... Un grand chien, c'est pas toujours possible, non. Donc si on part un peu à l'aventure comme ça avec Interrail en train, on n'est pas sûr d'arriver dans le pays d'à côté et hop, ils vont te bloquer avec le chien parce que tu peux pas le prendre chez eux. C'est le risque. Oui, faut pas faire ça. Moi, je conseillerais plutôt pour les gens qui veulent partir avec des animaux, avec leurs animaux de compagnie, de voyager en van, par exemple. En van aménagé, c'est la grande tendance, ça, maintenant. Ouais. Voilà, parce que du coup, en général, quand on voyage en van, on va plutôt sur des destinations de nature. Et donc, il y a de l'espace naturel pour les animaux. Et puis, c'est un peu plus grand qu'une voiture pour eux aussi, pour qu'ils aient l'espace quand on se déplace. Parce que ça se passe comment, voyager avec son animal? Il faut qu'il ait un passeport, par exemple? Moi, j'avais mon chat quand j'étais à Toulouse et je devais le ramener en train, mais je devais payer 5 € à chaque fois que je prenais le train et mon chat. Après, je suis pas partie à l'étranger avec elle. Clémentine, une idée? C'est moi. Non, Cécilia, pardon. Cécilia. Franchement, tu me poses une colle. Je n'ai pas d'animaux et j'avoue que je ne sais pas du tout comment ça se passe. C'est des auditeurs qui nous ont posé ces questions-là. Il y en a qui se sentent coincés avec leurs animaux et malheureusement... Ouais, je comprends. Est-ce que Voyage Pirate, ils ont des bons plans pour chiens? Non, autant on notifie quand les hébergements, par exemple, acceptent les animaux de compagnie. Mais sinon, non, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de bons plans. Non, vaut mieux se les faire garder. Ils restent, ils voyagent pas. Et il faut profiter d'ailleurs, parce que sinon, on est encore un petit peu pris avec eux, forcément. Ouais. En plus, il faut penser à plein de choses pour un animal, finalement. Il n'y a pas que le transport. C'est-à-dire que sur place, après, la nourriture, on peut aller au restaurant tous les soirs et que le chien ne peut pas suivre, c'est compliqué, effectivement. Donc, faut prendre. Je pense qu'il y a aussi les soucis de vaccination. Oui. Pas voyager partout. Oui, tu dois avoir les règles dans chaque pays. Ouais. Pas si simple. Mais voilà, c'est des questions qu'on nous a posées, effectivement, qu'on a envie de poser à tous nos spécialistes en plateau. Faut l'empailler. Ça peut être... C'est sordide, mais pourquoi pas pour l'emmener. Non, faut les laisser à la maison, clairement. Après, il y en a qui aiment voyager avec leur animal. Je trouve que c'est une bonne expérience aussi, vraiment, si on est attaché à son animal et qu'on a envie de... Mais de qui tu parles? De qui je parle? Après, moi, je revois des influenceuses voyage qui voyagent avec leurs animaux, par exemple. Et après, voilà, ils sont plus sur des destinations de nature. Comme je disais, c'est plus simple. Et puis, plutôt France, Europe ou... Voyager avec son animal, ça peut être une niche, sans vouloir faire de jeu de mots. C'est vrai. On a la mascotte qui va pouvoir partir avec nous. On entend quelques miaulements, parce que nous aussi, on aime bien les animaux. Faut qu'on en parle. Et aller dormir chez l'habitant, faire du stop comme on peut voir dans la célèbre émission Pékin Express. Est-ce que c'est vraiment safe dans la vraie vie? On va peut-être demander à Frédéric, c'est celui qui a l'air le plus spécialisé là-dedans. Spécialisé, je sais pas. Je suis pas Antoine, dont j'irai dormir chez vous, mais je ferai pas ce qu'il fait en fait. Je prépare quand même un peu le coup et les pays où je l'ai fait, je sais où je pouvais le faire. Je vais pas tenter le diable. Ouais, des trucs un peu tordus, ouais. Oui. Okay. Après, dormir chez l'habitant, ça peut être du Airbnb. Et c'est vrai qu'ici en France, maintenant, c'est la boîte à l'extérieur, on ne croise plus personne, mais dans beaucoup d'autres pays, c'est encore comme avant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient vous accueillir ou vous dormez directement chez l'habitant, dans une chambre. Ça, c'est quand même plus safe, oui. Marion, est-ce qu'on a des bons plans pour aller dormir chez l'habitant directement sur Voyage Pirate? Non, alors on n'a pas de bon plan pour aller dormir chez l'habitant, mais par contre, moi j'ai eu l'occasion l'année dernière de faire un voyage assez particulier, justement on parlait de Pékin Express, à la mode Pékin Express, via une agence qui s'appelle On the Road Game et qui organise justement ce genre de voyage. Alors en fait c'est effectivement pour
pouvoir aussi se tester soi-même, je pense, et voir comment on réagit quand on doit faire du stop et aller dormir chez l'habitant. C'est un bon premier pas, je pense. En tout cas, pour moi, ça l'a été pour se rendre compte si on est capable de le faire, si on est adapté aussi, parce que tout le monde n'est peut-être pas adapté non plus à ce genre de voyage. Donc, il y a au moins, il y a cette agence-là qui existe et qui organise ce genre de voyage. Et je trouve que c'est une bonne alternative pour déjà, dans un premier temps, savoir si après Alors, évidemment, on paye, c'est un voyage qui se paye, donc c'est pas exactement la vision qu'on peut avoir du je pars faire du stop et dormir chez l'habitant et ça me coûte pas grand-chose, mais au moins, ça permet de se tester peut-être. Ouais, et puis ça permet de s'entraîner après pour candidater à Pékin Express, par exemple. Aussi, ça peut être pas mal. exactement. Si on peut mettre ça sur le CV, après, il y a peut-être plus de chances d'être pris, par exemple. Même s'il paraît, je crois qu'ils préfèrent les gens qui n'ont pas trop d'expérience, justement, plutôt que ceux qui sont trop à l'aise sur Pékin Express. Donc, vaut mieux pas trop vanter ses expériences du voyage en général, je pense. Voilà, la spécialiste peut-être des tuyaux. Des voyages un petit peu à l'aventure. Comment on peut déterminer le voyage de ses rêves Cécilia, tiens. Cécilia ? Ouais, je pense que c'est important déjà de bien se connaître, de connaître ses aspirations, ses envies, de connaître ses limites aussi, ce vers quoi on ne veut pas aller, ce dont on ne se sent pas capable, etc. Et peut-être de pousser le cran un tout petit peu au-dessus pour arriver un peu à se dépasser, à découvrir d'autres personnes, à parler aux locaux, à se découvrir soi-même parfois. Et c'est pas un exercice qui est facile, mais je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, en tout cas dans le voyage. Bart, un voyage de ses rêves, c'est un voyage en train ? Oui. En slow travel. C'est ça, tout exactement, oui. C'est plus slow et oui, prendre son temps. Comme j'ai dit, ralentir et découvrir. Non, parce que c'est pas la vitesse, c'est pas la distance. Moi, je trouve personnellement, j'ai aussi voyagé beaucoup hors de l'Europe, mais je pense qu'en Europe, on a tellement de beauté et aussi beaucoup de endroits qu'on ne connaisse pas. Par exemple, on a parlé de Suède. J'ai été il y a 2 ans. Il y a un village, Jokkmokk. La surface est plus grande que l'île de France, presque 2 fois l'île de France. Il n'y a que 5000 personnes qui habitent là-bas. Ah oui. Et il y a une gare. Et il y a une tram par jour. Et si tu descends là-bas, ça, c'est l'aventure. Tu repars le lendemain. Donc, aussi en Europe, on a tout. On a bien sûr, oui, la beauté, il ne faut pas le dire. La France aussi, c'est un des meilleurs pays. Donc, pour moi, oui, le train en Europe et prendre le slow train, oui, ça, c'est mon voyage de rêve. L'Europe est très diversifiée quand même en termes de paysages, de culture et tout. Je trouve qu'on se rend peut-être pas assez compte, mais on a de la chance d'être en Europe et de pouvoir voyager en Europe. En prenant des petites lignes, s'arrêter dans n'importe quelle gare, des endroits en fait où un touriste n'irait pas à la base. Clairement, tu prends les grosses gares parce que tu vas à telle et telle destination. Donc ouais, c'est vraiment une bonne méthode. Et exactement, on ne réalise pas comment on a vraiment tellement de la chance. De chance de... Oui, parce que en tant qu'Européen, on peut voyager très facilement dans plein de pays et c'est pas du tout le cas si on est né ailleurs ou qu'on a un autre passeport et du coup, c'est vrai qu'on a cette chance quand même. On a cette chance en Europe et du coup d'être français et du coup d'avoir le passeport européen, de pouvoir voyager et en Europe et dans le monde entier. Dans le monde entier. Quasiment, il y a des pays quand même, on n'irait pas, mais voilà. Non, mais sans demande de visa, quoi. On a quand même beaucoup de destinations. Énormément. Tout à fait. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Faut qu'on en parle. Alors justement, en parlant d'Instagram et de réseaux sociaux, influenceurs, photos, Mylène. Et oui, c'est un métier pour certains et une passion pour d'autres. On l'a dit tout à l'heure dans les chiffres, il y a de plus en plus d'influenceurs voyage. Alors comment se démarquer ? Quelle ligne éditoriale prendre ? On peut demander à Cécilia ? J'ai pas la recette miracle, j'aimerais bien. mais je pense que c'est très important de faire les choses avec passion. De toute façon, si tu le fais pas avec passion, ça tiendra pas sur la longueur. Que ce soit au niveau du partage sur les réseaux sociaux, que ce soit au niveau de l'alimentation d'un blog voyage. Il faut vraiment y mettre du cœur. Il faut être conscient que ça prend énormément de temps aussi. Parce que c'est vrai que ce qu'on partage, ça peut faire rêver. On a l'impression qu'on est tout le temps en vacances, etc. Mais c'est pas vraiment le cas. Mais c'est du boulot, ouais. C'est un vrai boulot de community management, clairement. Ça se gère, les réseaux. Il faut être régulier. Plusieurs casquettes. Ça va de la compta jusque, à la photo et au voyage, effectivement. Mais il faut vraiment être conscient du travail qu'il y a derrière. Il y a la façade, en fait, ce que les gens voient, et il y a la réalité derrière les coulisses, clairement.
Exact. Comment se démarquer, Cindy? C'est vrai que, comme on disait, il y en a beaucoup qui veulent se lancer dans l'influence du voyage parce que ça fait rêver. Et comme disait Cécilia, on voit pas forcément toute la facette qu'il y a derrière parce qu'il y a énormément de travail. Mais il faut savoir se démarquer justement parmi tous ces influenceurs, influenceuses voyage, parce que sinon on ressort pas du lot. Donc on peut se démarquer, moi je dirais, par notre personnalité. Parce que plus on exprime notre personnalité, nos valeurs et comment on perçoit le voyage, plus il y aura des gens qui penseront comme nous, qui vont nous suivre et adhérer aux mêmes valeurs. Où on peut se démarquer aussi en fonction de sa niche, comme on disait, si on veut faire du voyage spécialisé avec ses animaux, ou voyage spécialisé en van, ou en train, ou voilà. Donc il y a de l'avenir pour Bart. Un compte Instagram, Bart. Oui, Bart, ça te tente pas d'être influenceur slow travel J'ai écrit un livre, mais c'est en néerlandais, donc vous pouvez pas le lire malheureusement. On peut le traduire. Oui, peut-être, qui sait, oui. Donc tu as écrit un livre sur le sujet. Sur le sujet, avec 20 routes de train en Europe, oui. C'est génial. Donc, tu fais visiter, en fait, dans le livre, on va dire, ce que tu as vu. Oui, presque tout le continent. Moi, même avant la guerre, je suis parti, pas avec Interrail, mais en train à Odessa, Ukraine. Donc, oui, j'ai vraiment découvert. T'as beaucoup voyagé, finalement, tu connais bien l'Europe maintenant. Oui, j'ai beaucoup voyagé sans voler, oui. En Europe, oui. Comme j'ai dit, avant, j'étais aussi hors de l'Europe, mais il y a tant de diversité. Donc, moi, je pense que je pourrais rester toute ma vie en Europe. Frédéric, toi, c'est plutôt orienté photo, finalement? C'était le point de départ, oui. Le premier voyage photo que j'ai fait, c'était en Ardèche, c'était pas très loin. Mmh. Et on m'avait appelé effectivement pour la photographie. Alors moi, je suis pas vraiment influenceur. Disons que je suis plutôt créateur de contenu. Parce que je vais réaliser des photos, de l'écrit alors après, je m'en sers pour mon blog, c'est vrai. Mais au départ, je faisais ça pour les autres. Donc je pouvais très bien, un nouvel hôtel qui s'ouvre, je vais tester l'hôtel, il leur faut des photos, il leur faut un écrit pour tel service en ligne, etc. Donc ça m'a payé les voyages, on va dire. Et après, avec ça, avec tout ce contenu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et donc, j'en ai fait un blog. Donc oui, influenceur, en fait, j'aime pas trop ce mot-là. Moi, j'ai commencé dans le métier d'influenceur dans le monde de la photo avant, avec un autre blog, avec lequel j'ai aussi gagné ma vie, et je faisais aussi beaucoup d'interventions au Salon de la photo de Paris, etc. Mais c'est pas quelque chose que j'ai apprécié. Quand je m'en suis sorti, j'étais content, je m'étais libéré d'un poids, en fait, parce que je me rendais compte que les gens sont trop demandeurs. Et, il faut avoir la solution pour tout. En fait, c'est non seulement il y a beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de pression aussi par rapport aux personnes qui nous suivent. Et c'est ce côté-là, en fait, qui est un peu négatif du métier, entre guillemets. Et ça, je pense que les influenceurs n'en parlent pas assez souvent. Ouais, c'est une facette un peu compliquée, Clémentine. Bon, après, moi, c'est plus compliqué dans ma vie, on va dire, orthoptiste de base, où je suis dans le médical. Voilà, parce que toi, tu n'en vis pas. Voilà, moi, j'en vis pas du tout. Moi, je suis un bébé voyageur. Et moi, du coup, ce que j'aime montrer, c'est je connais rien dans le monde et je vais découvrir des plans, je vais découvrir comment voyager. bbvoyageur.com. Oui. Je l'achète demain. bbvoyageur.com. C'est ça, je commence à peine. Donc, du coup, je pars de zéro. Et comme les gens, s'ils partent de zéro comme moi, ils vont être intéressés par ce que je fais, dans le sens où, voilà, on connaît rien. Comment partir ou comment se débrouiller. Voilà, c'est tout ça qui est sur mon site. Ouais. Et après, on le dit pas assez, mais l'influence, comme on dit, ou la création de contenu, ça prend énormément de temps. Je pense que les gens vivent pas de leur passion comme ça du jour au lendemain. Donc ça, les gens le voient pas, en fait. Oui, ça se construit. Voilà, c'est ça. Ça se construit au fur et à mesure des années et c'est énormément de travail. C'est sûr que ça, les gens le voient pas dans le métier de l'influence, pas spécialement dans l'influence voyage, dans l'influence tout court. Oui. Les gens pensent que c'est facile, ils postent des stories, des photos, allez, ils s'amusent, mais pas du tout, en fait. Ça, c'est le haut de l'iceberg. Il y a un travail énorme en dessous, en fait. Faut pas comparer ça avec The Voice. Hein. C'est sûr. C'est sûr. On a une question d'une Cindy qui nous dit: j'ai un blog voyage, j'ai 1500 abonnés depuis 2 ans. Comment décoller et gagner des abonnés sur Instagram, Cécilia? Il faut suivre, je pense, les mises à jour qui sont faites régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment au niveau de l'algorithme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus des photos, c'est beaucoup les vidéos qui sont mises en avant. Et
Et je pense que c'est très important de suivre les tendances si vraiment ce que tu veux, c'est décoller dans ce milieu-là, gagner des abonnés, etc. Et c'est vrai que ce que disait Cindy tout à l'heure, si c'est important vraiment de gagner en audience, c'est très important aussi de faire adhérer des gens à ta manière de voyager, ta manière de penser, ta manière d'être. Et c'est comme ça que ça pourra décoller. Du coup, Frédéric, tu parlais un petit peu de voyage financé. Comment on fait, par exemple, pour trouver des sponsors pour un voyage ? Ça t'est déjà arrivé, ça ? Je dois donner tous mes secrets. C'était pas prévu, ça. Non, tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Alors, en fait, il faut se créer un réseau. Moi, on est venu me chercher au départ, parce que j'étais dans le monde de la photo. Donc, on m'a dit, bon, Fred, est-ce que tu peux faire aussi des photos lors de voyages ? Donc, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai contacté des agences de voyage pour faire des voyages photos. Donc, on partait en groupe et je leur apprenais à faire des photographies sur place. Et puis, petit à petit, comme ça, on rencontre des gens, d'autres groupes, on va dans des salons. Et puis voilà, les contrats arrivent comme ça pour... Pas facilement, évidemment. Puis il faut aussi savoir se vendre. Hein. C'est pas quelque chose... c'est pas juste, moi j'ai un appareil photo, je vais être photographe demain. Non, c'est pas ça. C'est un vrai métier de commercial derrière. On passe plus de temps à faire du commercial qu'à faire des photos, oui, malheureusement. C'est 80% du temps, en fait. C'est pareil pour les influenceurs. Ouais. Cindy ? Oui, effectivement, c'est très dur. Moi, j'en envie pas non plus. T'as déjà eu des sponsors ? Là, j'ai eu mon premier partenariat voilà. avec une location de voiture, justement, pour Minorque. Donc, je n'ai pas payé et c'était super. Mais derrière, il y a un travail à faire. Derrière, du coup, je dois les mentionner dans mon article de blog. C'est sûr. Et donc, en fait... C'est une monnaie d'échange. Ouais. Voilà, et puis... les gens voient les partenariats et tout, et que par exemple il y a des créateurs de contenu voyage où on a l'impression que tout leur voyage leur est offert, mais derrière ils ont un sacré boulot à fournir. Cécilia ? Oui. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on ne se rend pas compte. Donc certes, il y a l'influenceur d'à côté, mais de l'autre côté, il y a aussi une entreprise qui est une vraie entreprise avec des objectifs, des KPI à remplir, etc. Donc il y a un vrai boulot derrière où on nous transmet un brief qu'on doit respecter et que, évidemment, il y a des discussions, on se met d'accord sur certains points, etc. Mais c'est une vraie campagne marketing ou de communication et c'est un métier à part entière. Et si maintenant on parle matériel et photo, quand on part en vacances, quel appareil photo, quel matériel prendre avec nous, Frédéric, pour immortaliser nos plus beaux souvenirs ? Aujourd'hui, les gens en portent avec leur smartphone. Je suis pas sûr que l'appareil photo ait une importance dans la fabrication de ses souvenirs. En fait, on peut très bien faire ça avec un smartphone. Moi, c'est sûr que quand j'ai démarré, j'avais un appareil professionnel, mais aujourd'hui, j'ai un petit hybride qui m'a coûté 1500 €. Et dernièrement, j'ai prouvé qu'avec un appareil d'occasion avec 300 €, on pouvait revenir d'un reportage de New York. Donc, je pense qu'il faut apprendre à faire la photo avant de se dire je vais investir dans un gros appareil réflexe. Parce qu'on peut avoir une Ferrari, mais si on ne sait pas la conduire, elle ne sert à rien. Voilà. Donc c'est pas qu'une question de matériel et de qualité de matériel. Aujourd'hui, on peut réaliser de très belles photos correctes avec des smartphones quand même. Oui, bien sûr. Oui. Sans problème. Oui. Après, ça dépend pas des endroits. Enfin, New York, c'est peut-être plus facile de photographier avec un téléphone un building que partir au Costa Rica et prendre le petit papillon qui vole vite là-bas. Oui, c'est sûr. Oui. Non, mais après, si tu veux photographier des papillons, des oiseaux, des choses comme ça, c'est un autre budget aussi. C'est pas le petit appareil photo non plus. Donc, il faut obligé de partir sur des réflexes, avec des gros zooms, etc. Là, oui, c'est plus du tout la même chose. C'est pas juste le souvenir, le souvenir photo vacances, quoi. Mais après, je trouve que ça dépend de ce qu'on veut montrer aussi et de l'œil du photographe, justement. C'est ça qui compte plus que l'appareil, c'est de trouver les bons angles, la bonne luminosité, tout ça. Et pour avoir de belles photos, en fait, ça compte plus que le matériel. Comme on disait, on peut faire de très belles choses avec un smartphone et voilà. Je pense pas qu'on fasse la même photo souvenir qu'une photo qui va censée être influencer un voyage. Nous, on est censé faire des belles photos, si on peut appeler ça comme ça, pour justement montrer une destination. Après, quand on part en vacances, faut pas focaliser là-dessus et puis faire des photos souvenirs. Tout simplement. C'est celles qui vont vous rappeler ce que vous avez vécu. Tu as quand même quelques conseils pour faire de belles photos ? Alors, mes conseils. Le premier, ce serait... décidément, ce soir, on t'a chiffé tous tes conseils, sans le vouloir.
Mon premier conseil, ce serait de se lever tôt. Voilà. Le monde appartient aux photographes qui se lèvent tôt, parce qu'on a une meilleure lumière, il y a moins de monde, et puis en fin de journée. Et puis ça permet comme ça, l'après-midi, de profiter, surtout si on est avec sa famille, de pas traîner avec son appareil photo et perdre du temps. Voilà, ça serait mon premier conseil. Et après, oui, je pense que c'est important d'apprendre les bases aussi de la photographie, pour être un peu plus à l'aise, et être plus rapide aussi sur le terrain. Donc faire un stage photo, c'est pas mal. Aujourd'hui, on peut faire un stage photo très facilement un peu partout et ça peut être intéressant. Oui. Bart, pour prendre des photos en train, c'est possible? Est-ce qu'on y arrive? J'en ai Quand on pris voit un beaucoup, beau oui. paysage. Ah oui. J'imagine par la fenêtre. Oui, par la fenêtre, mais aussi devant la gare et tout ça. Oui. Donc, Faut pas passer à il a la parlé gare. de 30 000 gares, il en est à peu près à 24 772 photos. Il a presque toutes les gares d'Europe. Oui, je voudrais bien. Non, mais en train, avec la Ça, c'est vitesse, pas mal. c'est possible de faire des belles photos. Si, c'est compliqué parce que aussi la réflexion de temps en temps dans la fenêtre, mais il faut bien connaître aussi la route, bien sûr. Donc, je regarde toujours sur Google Maps où on traverse, où on passe exactement, où il y a des vues possibles. Mais oui, c'est possible, mais il faut vraiment faire, de pas chance. Ouais, en fait, tu prends le temps, pendant que le train roule tranquillement, tu regardes effectivement par exemple Google Maps, tu te dis tiens là on va peut-être longer la mer à un tel endroit, on va être un peu en hauteur, il y aura peut-être une belle photo à faire, c'est un peu ça. Je le fais avant, oui, je le fais normalement avant, oui, où il y a un virage, qu'on peut voir le train complètement, donc oui, Ouais, ça peut on être peut, sympa, oui. aussi. Mais ça, oui, il faut aussi rechercher en avance. Et du coup, comme ça, on choisit le bon côté du train où s'asseoir. Oui, ça aussi, En ça plus, c'est très important. parce que si tu prends le virage, en fait, t'as la colline, tu vois, c'est de l'autre côté. Ouais. Exactement, oui. On a une question d'Alexis qui nous dit comment se photographier seul quand on voyage seul. Une question peut-être à Cécilia. Si tu veux. Cécilia? Le trépied, hein. Le trépied. Il y a que ça. Alors, La perche à selfie. Comment La perche à selfie, le trépied, le retardateur, ouais, des choses comme ça. alors la perche à selfie, ça dépend un peu du modèle. Perso, j'en connais pas des super et ça se voit un peu tout le temps qu'on est en train de faire un selfie avec la perche à selfie. Mais aujourd'hui, il existe des trépieds qui sont très bien, même des trépieds miniatures qui peuvent être accrochés à une branche d'arbre ou je ne sais quoi et qui font très bien le boulot. Ah ouais. Ok, et qui coûtent pas très cher au final. C'est ça? Et qui coûtent pas très cher. Ouais, c'est un très bon rapport qualité-prix, franchement. Et ça peut se fixer au téléphone, à l'appareil photo, à ce qu'on veut. D'accord. Clémentine? Oui, moi je suis d'accord avec le trépied et du coup les télécommandes aussi pour déclencher la photo quand on veut, oui. Cindy? Non, oui, je suis d'accord. Et pour Vous en compléter, avez ouais. oui. Et pour compléter, peut-être demander aux gens de nous prendre en photo aussi. Mais c'est pas forcément le rendu qu'on veut parfois. Et pas quelqu'un qui court vite. Hein. Moi, je l'ai fait beaucoup, mais ça m'est jamais arrivé. Hein. Ça dépend quel appareil tu donnes. Frédéric, tu as les mêmes tuyaux. Ouais, il n'y en a pas d'autres quand on voit le trépied, c'est ce qu'il y a de plus facile. Oui. Et les captures d'écran d'une vidéo? Bonne, mauvaise idée pour la résolution? Faut filmer en 4K. Ouais, ça dépend de la qualité de la vidéo. Ouais. Moi, ça m'arrive, oui. De faire une vidéo et tu prends que le moment le que tu as envie. t'intéresse. Oui. Parce qu'il y a des fois où en vidéo, moi sur l'iPhone, en tout cas, la vidéo est souvent meilleure que la photo, en fonction de ce qu'on veut prendre. Donc après, conseil, on filme en résolution maximum et ensuite comme ça on peut figer et on a la résolution la meilleure en termes de photos par rapport à l'appareil qu'on a utilisé. Et puis ça dépend sur quoi on veut publier. Parce que si on veut publier sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin d'une autre résolution. Par contre, si on veut en faire un poster ou je sais pas, le vendre dans un livre, sa photo, il faut une bonne résolution, quoi. Alors, petite astuce quand même, c'est toujours mieux de partir sur un fichier de haute résolution pour le réduire. On aura toujours une meilleure qualité que de photographier tout de suite ou filmer en petite résolution. Donc il faut toujours mieux choisir la plus grosse qualité, technique. Surtout que maintenant en termes de mémoire, que ce soit les smartphones ou même les appareils photo, les cartes mémoire, ça vaut plus très très cher aujourd'hui et on peut stocker en bonne qualité. Des photos en hauteur, Benjamin nous demande comment faire. Frédéric? On prend une échelle. Donc on emmène un drone portable. Oui, un drone. En hauteur, c'est-à-dire un drone, quoi, oui. Oui, un drone ou un hélicoptère. C'est pas le même budget là quand même, hein. Ça fait cher pour le voyage. Quand même. Alors j'ai une astuce pour l'hélicoptère. Non, je plaisante. Il a des hélicoptères pas chers. Super. Je suis sûr qu'on peut trouver ça sur Voyage Pirate. Ah Marion, des bons plans hélicoptères. Évidemment, tout à fait. Non, mais par contre pour faire on l'a dit tout à l'heure, des activités, il y a peut-être ça sur Voyage Pirate. Des découvertes en hélicoptère, des choses comme ça.
Ouais, après, c'est vrai que ça ne s'adresse pas à tout le monde quand même. En général, Non. Puis c'est pas adressé à toutes les bourses. Pour le coup, c'est un sacré budget, effectivement. Ouais. Il faut quand même savoir que le drone ne peut pas être utilisé partout sans autorisation. Ça, c'est ce qu'on C'est allait vrai, dire. ouais. Avant de l'acheter, voilà. En France, il y a des règles et dans les pays, on peut pas l'utiliser n'importe où. Et comme le trépied d'ailleurs. Mais On parlait de trépied d'ailleurs, tout à l'heure, il y a- mais il y a des quartiers en Italie où on ne peut pas les utiliser. Ah bon? Ouais. Ouais. Ah, les trépieds, parce que justement, j'allais parler de Rome, et il y a eu une histoire de drone à Rome, etc. Il y a peut-être un an de ça. Mais déjà, dans les complètement interdit. villes, normalement, Non, on on peut n'a pas pas le utiliser droit. de drone. Hein. Non. À part autorisation exceptionnelle, Ouais. justement. si Dès on qu'il y a veut du créer un monde, contenu, pas de drone. Ouais. Et après, il faut plutôt privilégier des petits drones, justement, si on veut faire du contenu voyage. Déjà, c'est plus léger à emporter avec soi. Et puis, il y a plus de possibilités au niveau des endroits pour le faire voler. Et une dernière question, point de vue photo, elle vient de Marie qui nous dit sur quoi retoucher ses photos, quel logiciel? Frédéric? On peut dire des noms. Bah, vas-y. Tu vas nous dire Photoshop? Non, Photoshop, alors bizarrement, c'est tout le payant. monde, Mais tout le monde dit ça. tout est Tout le monde payant de pense toute ça, tu façon, pratiquement. En tout cas, les meilleurs logiciels aujourd'hui. Il y a des logiciels gratuits comme GIMP, je crois. Tu Ouais, connais ouais, ça ouais. fait sourire Cécilia. Ouais. Non, pas bien. Bah, On pas veut bien, bien. ça ressemble à Photoshop. Ouais. Pour moi, Photoshop, c'est un logiciel de montage d'images, mais pas pour la photo, même s'il y a photo dedans. De retouche, en fait, plutôt. Oui, moi j'utilise Adobe Lightroom, où il y a aussi Capture One, il y en a d'autres. Il y en a des gratuits aussi. On peut le faire depuis son smartphone, c'est assez facile. Après, je pense que vaut mieux essayer d'avoir une bonne photo tout de suite que de la retoucher après. Ouais, Ouais. Je suis d'accord, la base, c'est quand même d'avoir un beau cliché et ensuite retoucher un petit peu. Et moi, j'utilise Lightroom aussi. Et sinon, sur l'iPhone, hein, il y a aussi les petits réglages luminosité, voilà, à faire. Et puis, ça fait des belles photos. C'est vrai que c'était pas le cas il y a une dizaine d'années, tout ça. hein. Mm. Aujourd'hui, Et voilà. puis il y a l'intelligence artificielle qui arrive aussi. Ouais, alors là, si c'est pour créer des fausses photos, ça va être moins drôle quand même. Non, mais pour retoucher, ça aide bien. Ah, pour retoucher. Mm. Tu as déjà essayé? J'ai déjà essayé oui, avec la version bêta de Photoshop, on peut retirer des personnages ou reconstruire une image qui a été mal cadrée en fait. D'accord, il y a une intelligence artificielle dans Photoshop pour faire ça. Pour l'instant, elle est en version bêta, Ouais. mais ça va En sortir. gros, tu lui expliques, tu dis je veux plus ça et ça Oui, va le voilà. faire. C'est ça. Oui, il me manque ça, donc est-ce que tu peux finir de construire ce Ouais. que j'ai raté dans mon cadrage? Il va le faire. Très bien. Et pour faire un petit focus, on en avait parlé, voyage éco-responsable. Dans un monde où l'écologie prime, on entend aujourd'hui beaucoup parler de tourisme responsable. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est? On va demander à Cindy. Je sais pas trop comment répondre à cette question. On a souvent tendance à blâmer un peu, je trouve, moi, les voyageurs, en disant oui, bah voilà, tu voyages, tu prends l'avion, tu pollues. Déjà, je pense que ça dépend des styles de voyage, hein, parce qu'on voyage pas tous de la même manière. Et voyager, c'est aussi aller à la rencontre de l'autre, voir comment vivent les habitants dans d'autres pays qui n'ont pas les mêmes accès que nous, simplement à l'électricité, à l'eau potable, et qui, eux, polluent beaucoup moins. Et peut-être aussi se rendre compte de nous, notre consommation, du coup. Et c'est peut-être comme ça qu'on prend conscience de certaines choses aussi. Et après, tout ce qui Il y en est a écologie... qui vivent bien avec moins. Exactement. Mhm. Et qui polluent donc beaucoup moins que nous parce qu'ils consomment beaucoup moins. Donc, si moi, je pense que si quelqu'un se déplace et qui prend conscience de ça en se déplaçant lors de son voyage, ben, c'est déjà un pas de fait, en fait. Et en ce qui concerne du coup le transport aérien, est-ce que c'est vraiment, on peut le dire, l'ennemi numéro 1 du tourisme responsable? Pourtant, il existe peu d'alternatives à l'avion pour partir très loin. Très loin. On a- Sinon, il y a le on train a avec le Interrail, train, oui, ça, en c'est Europe. clair. Mais il n'y a pas de train pour traverser l'Atlantique encore. Comment faire pour se passer de l'avion? C'est pas possible. Sinon, on pouvait aller en avion à La Réunion, mais ça dure un mois. En bateau. Un bateau. Un bateau, pardon. Mais c'est pareil, il y a un impact, alors certes, peut-être plus faible, mais quand même. Oui, puis À moins d'y après, aller en il voilier, faut avoir mais le enfin, temps aussi c'est pour Oui. voyager sans avion. ouais. La question est aussi combien de voyages on veut faire chaque an et combien de voyages hors de l'Europe. Parce que je pense qu'en général, on voyage beaucoup, mais on a déjà eu ce sujet. Il y a tellement de destinations très proches qui sont très intéressantes et on n'a pas découvert. Moi aussi, par exemple, je connaissais même pas mon propre pays. On a 5 très belles îles au nord et j'avais jamais visité. Donc, il y a tellement de possibilités plus proches et je pense qu'il faut en général diminuer le nombre de voyages longs. Mais ok.
Et faire attention au tourisme de masse aussi, je trouve, parce que ça pollue beaucoup. On le voit aussi dans les calanques de Marseille, par exemple, où il y a beaucoup de gens qui viennent et du coup, ça pollue beaucoup. Eh oui, voilà, ça va être un petit peu le mot de la fin. Nos 2 heures sont passées, ça passe très très vite, on vous l'avait dit. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Surtout, merci à nos invités. Nous recevions Cindy, qui est blogueuse voyage et travel planner chez Cindiaries. C'est ça, c'est comme ça qu'on le dit ? Cindiaries. Merci Cindy. On avait Clémentine aussi, qui est blogueuse voyage pour les voyages de Clémentine. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, nous avions Bart, qui est lui consultant en relations publiques pour Interrail. On l'a bien cité ce soir, Interrail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bart. On avait aussi Frédéric, blogueur pro depuis 2009 et depuis 2016 chez itinérairephoto.com et donneur d'astuces. Merci beaucoup. C'est ça, c'est notre donneur d'astuces sur cette émission. Merci, nous avions donc voyage. en visio Marion Berthaud, qui est responsable éditoriale du site Voyage Pirate. Merci beaucoup, Marion. Bonsoir. Merci à vous. De rien. Et enfin, on avait Cécilia, blogueuse voyage et créatrice de contenu pour Mon Blog Voyage. Merci. Merci à vous. Et on avait aussi Elodie de Instant Voyage qui a eu des problèmes de connexion. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une prochaine enquête sur Faut qu'on en parle. En attendant, c'est des actus tous les jours sur le www.fautquonenparle.fr. On compte sur vous. À bientôt. Exactement, à bientôt. Bye Allez, bye bye bye.